La team ORLM refait le monde avec vous sur Joma TV. Et tout le réseau synchronisé de Joma FM. Aboubacar Condé, Lamine Moniouma Sissé, Sanso Bari, Sekou Keïta, Fadouba, Baïla Traoré, Mohamed Ali Condé, Cheikh Sadi Boundoy Massouma, vous donne rendez-vous du lundi au vendredi de 17h à 19h dans ORLM, votre émission de décryptage et débat de Joma Media. Voilà, très heureux de vous retrouver encore cet après-midi. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission On refait le monde de ce vendredi. Nous sommes le 24 juin 2022 à travers la Guinée et partout dans le monde. Nous savons que vous êtes encore des milliers à nous suivre comme tous les soirs d'ailleurs et quand il est 17h à Conakry et en temps universel. Il n'a jamais été question de donner une gifle à un de mes agents. Ces propos sont du ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui apporte un démenti quelques semaines après avoir fait l'objet d'un lynchage médiatique. Bachir Diallo avait été accusé, vous le savez certainement, d'avoir agressé de façon verbale et corporelle le capitaine Souman alias Prem. La vidéo du démenti du ministre de la Sécurité et de la Protection civile analysée dans cette émission. On refait le monde de ce vendredi 24 juin. Actualité politique avec le RPG Arc-en-Ciel et alliés qui conditionnent leur participation au cadre de dialogue par la libération de leur cadre détenu à la maison centrale de Conakry, la désignation de médiateur de la CEDEAO et l'arrêt des persécutions dont sont victimes des leaders politiques et de la société civile depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, mais aussi l'examen bienveillant des conflits de propriété entre l'État et les citoyens. Plusieurs autres organisations politiques ont aussi exprimé leur refus catégorique de participer à ce dialogue, bien que piloté cette fois-ci par le Premier ministre chef du gouvernement. L'ouverture de cette autre session du cadre de dialogue initialement prévu d'ailleurs ce vendredi 24 juin a été reportée au lundi 27 juin 2022 à Conakry. Pour quelle raison? C'est la question que nous nous posons dans cette émission. Et puis notre invité, notre pays sera-t-il prêt à la date indiquée pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2025? Quel est l'état d'avancement des travaux de terrassement des sites identifiés pour abriter le stade de la compétition? Où en sommes-nous avec la construction du village de la CAN à Conakry, mais aussi dans les autres villes? Les émissaires de la dernière mission de la CAF sont-ils partis de Conakry satisfaits? À quoi servira le montant de 30 millions de dollars dont le décaissement est déjà ordonné par le président de la transition? Ces questions ainsi que d'autres feront l'objet de débats avec notre invité du jour dans la deuxième partie de cette émission. Ibrahima Kébé, c'est de lui qu'il s'agit. Il est conseiller principal du ministre des Sports et de la Jeunesse Béa Diallo et membre du comité de pilotage de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Guinée-Cocan 2025. Et puis, si tout va bien, nous allons le recevoir dans la première partie. Lui, c'est Ali Moussangaré, chargé de relations extérieures de l'ONG AGEPAGE, entendez par là Agir ensemble pour l'avenir de la jeunesse, une ONG qui a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat jeune, l'insertion sociale des jeunes diplômés au chômage, contribuer à l'amélioration du système éducatif guinéen en célébrant l'excellence dans les établissements et universités. Avec moi, comme tous les vendredis soirs, dans ce studio et sur ce plateau, Baïla Amadou Traoré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. En forme, hein? Oui, en forme. Heureux d'être le premier à être toujours salué aujourd'hui. On renverse la tendance aujourd'hui. Alors que d'habitude, je suis le dernier. Très bien. Comme c'est animé par un Kondéké, donc les auditeurs savent pourquoi. Mansouma, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et bienvenue à vous, Sekou Keïta. Oui, le rédacteur en chef du grand groupe Joma. Bonsoir. Je sais que tu as toujours des dents gardées contre le directeur général de la SONAP, hein, c'est ça? Non, Société nationale des pétroles. C'est-à-dire, avant de parler de ce sujet, parce que ça me met très mal à l'aise, oui. Mais je voulais dire aussi un bonsoir aux nouvelles autorités, au CNRD, mais également à son président, le colonel Mamadi Doumbouya. En tout cas, il y a Yacine Palais qui vous regarde. Il y a un besoin de nous expliquer le concept
concept de la refondation de l'État. Oui. On ne sait pas si c'est une question de direction, c'est-à-dire la refondation, mais dans le mauvais sens. On a envie de comprendre parce que moi, je ne comprends absolument rien. Vous vous rappelez de la situation de ces jeunes qui ont été, si vous voulez, envoyés à la retraite anticipée, si je peux me permettre, parce qu'il y en a parmi eux qui n'avaient même pas fait 2 ans de service et qui, en aucun cas, ne devraient se retrouver sur cette liste. Mais qu'est-ce qui se passe? On reconnaît qu'on a fait du tort à certaines personnes. On reconnaît qu'il y a des fonctionnaires qui n'avaient pas l'âge de partir à la retraite et que c'était une erreur. Le ministère de la fonction publique fait son travail et selon les dernières informations, le dossier se trouve entre la primature et le secrétariat. Mais jusqu'ici, on n'arrive pas à les rétablir. Vous imaginez ce que ça fait? Vous êtes fonctionnaire, ça c'est reconnu. On vous dit qu'on a fait une erreur, mais on va régler ça tout à l'heure. Jusqu'à présent, ils ne travaillent pas, ils ne perçoivent rien, ils font la navette, ils deviennent même une sorte de mal-aimés au niveau du département. Pendant ce temps, ils sont en train de souffrir. Et pendant ce temps, on passe à autre chose, on n'aborde jamais leur sujet. Je pense que c'est vraiment grave. Ce sont des pères de famille qui ne vivent aussi que de ça, malheureusement. L'injustice... Je crois que ça atteint un niveau où il faut faire très très attention. Arrêtons de faire du tort aux gens. Ces jeunes n'ont rien fait. Tout leur mal, vraiment, c'est peut-être la mauvaise foi ou peut-être la mauvaise organisation ou le mauvais travail qui a été fait en amont. Leur tort, c'est parce que les autorités ont mal travaillé. C'est tout. Et jusqu'à présent, ils sont dans cette situation. On ne les appelle pas. Le problème n'est pas réglé. Au niveau de la fonction publique, on dit non, nous on a fini notre boulot. On a renvoyé au niveau du secrétariat total. à la présidence. Et à ce niveau, on apprend que non, c'est la primature. Finalement, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut qu'on nous explique. Il faut que vraiment cette situation soit régularisée. Parce que ça devient de l'injustice. Et si ça continue comme ça, je crois qu'on sera obligé de revenir sur les assises nationales. Parce qu'il y a des nouveaux problèmes qui ont été créés depuis le 5 septembre. Il faut peut-être aborder et trouver des solutions. Ma foi, c'est vraiment décevant. Hein. Oui, Yacine est en train de me regarder. Yacine, par rapport à la question, hein, quand même, c'est déjà jamais vu. Hein. Bonsoir. Oui, bonsoir, bienvenue. C'est vrai, on ne s'est pas salué, tu as raison. Et bonsoir à tous les fidèles de Dioma Media. C'est normal que je te regarde vu que c'est toi qui présentes l'émission. Maintenant, moi, je vais... Ce que Sekou dit lorsqu'il parle d'assises nationales sur lesquelles on devrait revenir, je me demande juste s'il y a eu assises nationales parce que moi je n'étais pas au courant, je viens d'être informé. Je sais quand même qu'il y a eu semblant d'assises, ça c'est vrai, bon? mais les vraies assises nationales, ça ne s'est pas passé. Yacine, il y a eu assises, Yacine. Non, on ne va pas refaire le débat, ça c'est ma position. Yacine, il y a eu assises. La preuve... Il y a eu assises quand même, Yacine. Il y a eu assises, vous voyez comment le pays est géré. Les assises, ça sert à quoi? Et comment se font les assises normalement? Vous voyez ce qui s'est passé. Maintenant, moi, je voulais plutôt passer mon bonsoir au ministre Guillaume Aving Junior, qui a fait une déclaration aujourd'hui. Peut-être que je n'ai pas compris le français qu'il a employé, mais si ce qu'il a dit et ce que j'ai compris, c'est la même chose, c'est grave. Il dit, toutes les écoles qui ont fait des substitutions d'élèves et surveillants pour frauder seront fermées. Victor Hugo a dit, ouvrir une école, c'est fermer une prison. Si vous fermez une école, vous ouvrez combien de prisons? Déjà, ceux qui ont fraudé ont été arrêtés. Les élèves qui se sont rendus coupables de fraude ont été arrêtés, emprisonnés. Ils ont perdu cette année. Mais d'office, ils sont éliminés pour l'année prochaine. Ça ne vous suffit pas. Vous voulez fermer carrément toute l'école. Des enfants qui ont étudié jusqu'ici, qui n'ont rien fait, vont devoir se trouver des écoles à la hâte. Ça, c'est la première chose. La deuxième, vous voyez l'injustice que ça fait. Si vous sanctionnez les enseignants, ça ne suffit pas. Ben, vous avez pris des gens quand même qui sont du public, qui ont été sanctionnés. Est-ce que pour autant, vous allez sortir ces enseignants-là de la fonction publique? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes en train de fermer un lieu d'emploi alors que les gens sont d'abord pauvres. Je pense que la sanction, la judiciarisation de la chose, l'élimination de l'enseignant, la médiatisation de la situation. Mais rappelez aux auditeurs, pourquoi ils décident de fermer les écoles? Parce qu'il y a eu des cas de fraude. Il y a eu des cas de fraude, de substitution et de substitution. Mais peut-être qu'il faudra les sanctionner autant. Non, mais ils sont sanctionnés, ils sont en prison. Tous ceux qui sont arrêtés sont en prison. Mais pour autant, est-ce qu'il faut fermer définitivement l'école? Je dis non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut mettre ces écoles-là sous surveillance. Il faut trouver d'autres sanctions pédagogiques. Parce que la sanction pénale, elle est déjà là. Les gens sont en prison.
et les candidats sont éliminés et pour cette année et pour l'année prochaine. Même si avec ça non plus, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on est en train de préparer une déscolarisation à outrance des enfants. L'enfant qui est en 10e année. Non, je dis, permettez que je termine. L'objectif, ce n'est pas de créer des délinquants. L'objectif, ce n'est pas de créer des délinquants. Pas sur le plan de la fermeture des écoles. Je dis par rapport aux candidats. Si on doit récaler les élèves, non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas récaler un élève pour cette année. Oui. Mais on ne peut pas être sanctionné pour une faute que nous n'avons pas commise. Un enfant qui est pris cette année, sanctionné, d'abord il est éliminé. D'accord. Il est montré à la presse. Oui. Il est condamné à des peines parfois de prison. Ok. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi on va dire à ce candidat-là, l'année prochaine aussi tu es éliminé? Je dis, même si on a pris ça ailleurs, c'est un mauvais exemple. Parce que l'objectif, ce n'est pas de créer la déscolarisation. C'est d'amener ces enfants-là à ne compter que sur leurs propres efforts. Je ne suis pas d'accord avec le fait que ces enfants-là soient éliminés. Puisque l'enseignant qui est pris, il est juste éliminé pour les examens, la surveillance et la correction. Il n'est pas sorti de la fonction publique. On ne l'empêche pas d'enseigner dans les écoles privées. Il n'y a pas de raison qu'on interdise à l'enfant d'aller étudier. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu partes à l'école, dans une classe d'examen, si tu sais qu'en fin d'année, tu ne composes pas. Je trouve que ce n'est pas normal. D'accord, vous avez quelque chose à dire Je veux rebondir sur le propos. Il va dire quelques mots, on va revenir. Oui, Baïla. Non, je voudrais dire qu'il faudrait voir de près ce qui s'est passé dans ces écoles et quelles écoles devraient être fermées et qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si le directeur et le fondateur, par exemple, d'une école, justement, est en prison et si toute l'école a participé, on va dire, à cette fraude, si c'est comme ça que le modèle économique de l'école fonctionne. Et pour vous, ça dépend donc des raisons qui ont mené le ministre à demander la fermeture de l'école. Exactement. Oui. Je veux dire, si par exemple, si des écoles, leur modèle économique, c'est de, comment on appelle, gonfler les taux de réussite de telle sorte de pouvoir attirer et que au détriment de la qualification pédagogique, ce genre d'école ne mérite pas d'exister. Mais quelles que soient les raisons, vous pensez qu'on doit fermer quand même une école? Non, je dis, il y a un moment d'ailleurs dans ce pays, lorsqu'on mettra de l'ordre dans l'éducation, beaucoup d'écoles, voire peut-être même jusqu'à la moitié des écoles privées, parce que la prolifération des écoles aussi, c'est une calamité dont on doit parler. N'importe qui se lève, prend un bâtiment, met une peinture, parfois deux chambres salon, et dit voilà, lui il a une école, et du coup il cherche des professeurs un peu partout. Donc de ce point de vue là aussi, un jour viendra, il faudra fermer certaines écoles, je suis désolé. Et ensuite, c'est vrai que la sanction peut être sévère, mais après tout, il ne faut pas oublier aussi que l'un des objets justement de la sanction, c'est la dissuasion. C'est que quand on sanctionne de manière sévère, c'est pour que aussi que les autres pour que tu réfléchisses à 1000 fois avant de reprendre. Donc de ce point de vue-là, aussi, tu ne vas plus repenser à ça. On est en train de préparer des bandits là. On est en train de préparer un enfant qui fait la 10e, tu l'élimines 2 ans. Oui, mais peut-être que pour Baïla, peut-être la sanction c'est au niveau de l'élève, mais aussi au niveau de l'établissement. Il faut sanctionner les grains qui empoisonnent le système. Qu'est-ce qu'on fait maintenant des gens qui sont à la DCE? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il n'y a pas de substitution de surveillance sans les gens de la DCE. Si c'est ça, alors il faut sanctionner tout le monde. Jusqu'à la DCE. Pourquoi on ne les sort pas de la fonction publique, eux? Ça, c'est un autre aspect. Peut-être qu'ils vont revoir ça, mais ce que je sais, si la décision vise vraiment à redynamiser, à qualifier notre système éducatif, il faut le faire. Ces grains-là, ces grains qui empoisonnent le système. Ce n'est pas la solution. On va donner la parole à Massimo. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on ferme les écoles. Je trouve que c'est trop extrême, sachant que, comme Baïla l'a dit, si ces écoles-là, si ces écoles-là existent, c'est parce que quelque part, il n'y a pas eu de contrôle rigoureux. Et il y a eu des gens qui se sont autorisés d'ouvrir des écoles et de faire n'importe quoi. Donc, pour moi, il y a une responsabilité de l'État. Donc, à partir de l'année prochaine, il faudrait renforcer les mesures. Mais moi, je veux parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec tout ça. Oui, allez-y, rapidement. Donc, j'ai préparé ma petite minute. Oui. Et moi, j'aimerais parler sur la question des passeports. Des passeports, encore. Surtout, oui, encore pour les Guinéens à l'étranger. C'est vrai que récemment, l'ambassade de Guinée en France, ils disent qu'il y a une délégation qui est sur place pour enrôler les gens. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête. Pourquoi à chaque fois qu'on doit confectionner des passeports à l'étranger, il faut qu'une délégation se déplace?
au sein des ambassades là-bas, il y a un personnel. Ils pourraient recruter des personnes ou même former des gens sur place qui pourraient, dans chaque ambassade de Guinée, fabriquer des passeports, enrôler des gens et faire tout le processus pour que les gens puissent avoir. Les autres pays, le Sénégal et autres, en 2 semaines, quand tu fais ta demande, si tu es en France, tu as ton passeport. Qu'est-ce qui nous empêche en tant que Guinéens d'agir ainsi? Parce que moi, je connais des familles personnellement qui n'ont pas pu assister à un enterrement ou à une cérémonie assez importante parce qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque de venir jusqu'ici. Oui, vous parlez d'assister à une cérémonie d'où on perd la vie parce qu'ils n'ont pas pu être évacués et sans faute de passeport. Ceux qui sont j'en connais un du côté de Kiloti. Voilà, ceux qui sont en situation irrégulière de l'autre côté, qui ne peuvent même pas avoir un titre de séjour normal parce qu'ils n'ont pas de passeport guinéen. Donc pour moi, il y en a marre de prendre des délégations, de les financer, de les amener là-bas pour faire ce travail, alors qu'il y a des jeunes, il y a beaucoup... Est-ce que c'est une manière aussi de dépenser, d'avoir de l'argent? Oui, c'est une manière de dépenser, de soutiner. C'est des missions quand même qui coûtent cher. Oui, mais il faut qu'ils arrêtent. À l'État. On peut avoir des jeunes là-bas sur place qui peuvent faire ce travail. En plus, le personnel qui a envoyé, ce sont des personnes, ce sont des vieux qui ne sont pas assez qualifiés. Moi, j'ai assisté à des enrôlements comme ça. Ils sont tellement lents, rien que dans la saisie des informations. Oui, parce que c'est des alors qu'il y a des jeunes, nous on a même voulu en tant que jeunes se porter volontaire gratuitement pour faire ce travail de saisie, de prise de photos, afin que les gens soient libérés. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils ont envie de soutirer de l'argent. Ils ont envie de s'enrichir et il faut que ça cesse. C'est ça notre question. Il faut que ça cesse. J'ai suivi ce développement dans sa chronique dans Berger. Oui, rapidement, on va aller parce que le temps n'est pas galant. On en parlait tout à l'heure par rapport au ministre de la Sécurité qui dit qu'il n'a jamais été question de donner une gifle, en tout cas à un de ses agents. Ces propos sont du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo, qui apporte en démenti. Si la régie elle est prête, on va partir avec cette vidéo du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et juste derrière, on revient dans ce studio pour commenter. Quand je suis descendu, j'ai dit à l'agent ce que j'avais à lui dire et je l'ai juste reculé avec ma main gauche, le téléphone à la main. Il le sait, les gens qui étaient à côté, ils le savent. Et ça s'est passé exactement comme ça. Mais à chaque chose, son temps pour parler. C'est pas en ce moment que moi j'allais venir devant vous pour le justifier. Et ça s'est passé exactement comme ça. L'intéressé le sait et tous ceux qui étaient à côté là-bas, ils le savent. Donc, est-ce que... Voilà, c'était à l'instant même. On n'a pas suivi le début. Je ne sais pas s'il y a possibilité que la régie revienne sur cette vidéo. C'est intéressant pour nos auditeurs et téléspectateurs, mais aussi pour nous-mêmes qui décryptons. On va aller pour une deuxième fois regarder la vidéo. J'ai jamais fait. Je suis descendu ici. Quand je suis descendu, j'ai dit à l'agent ce que j'avais à lui dire et je l'ai juste reculé avec ma main gauche, le téléphone à la main. Il le sait, les gens qui étaient à côté, ils le savent. Et ça s'est passé exactement comme ça. Mais à chaque chose, son temps pour parler. C'est pas en ce moment que moi j'allais venir devant vous pour le justifier. Et ça s'est passé exactement comme ça. L'intéressé le sait et tous ceux qui étaient à côté là-bas, ils le savent. Donc, voilà, donc c'était à l'instant même le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo. Mais pourquoi attendre pendant tout ce temps, parce que ça s'est passé, ça fait maintenant plusieurs semaines, pour que le ministre puisse donner sa réponse, sa version des choses? Oui, je pense que non, la question qu'il fallait se poser, c'est de savoir
pourquoi il revient sur cette histoire-là. Parce qu'à mon avis, je pense qu'on avait... Une chose qu'on avait déjà même oubliée. C'était un dossier classé. On était passé à autre chose. Cette réponse, je crois, ça vient de soulever, si vous voulez, susciter des débats. Mais au-delà, il y a des questions qu'on se pose. Oui, mais il ne faut pas oublier que le limogeage récent du préfet a réveillé cette question-là. En fait, on l'abordait de passage simplement. Mais en faire un sujet complet... enflammer la toile, ça c'était déjà révolu, on pensait qu'on avait fini avec ça. Je crois que cette sortie du ministre pose problème. Ça pose problème parce que les explications qu'il a données, et quand on colle aux faits, il y a vraiment des soucis. Moi je vois qu'il y a un décalage. Lorsque vous regardez, vous avez vu certainement la photo du jeune en question, de l'agent en question. Quelqu'un qu'on a poussé simplement et qui se retrouve avec les lèvres enflées. J'ai vraiment envie de dire que c'était vraiment pas nécessaire de revenir sur ça. La communication du ministre n'était pas nécessaire. Et ce qu'il est en train de dire ne va pas résoudre le problème. Parce que tout le monde, en tout cas, les gens ont vu ces images sur les réseaux sociaux. Le monsieur, l'agent, le père de famille n'a pas voulu en parler pour une question de respect de la hiérarchie et surtout qui est... de la grande muette, mais malheureusement, le ministre, sur cette sortie, ce n'était ni nécessaire et ça va simplement enflammer les choses. Et ma foi, les gens vont faire les commentaires. Je n'ai pas envie d'employer un certain mot, mais je suis désolé, monsieur le ministre. Oui, vraiment pas nécessaire. Je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo comme moi, mais j'ai comme l'impression que de façon tacite dans ses explications, le ministre est en train a reconnu ce qui a été dit. Parce qu'il dit qu'il avait le téléphone dans sa main gauche et qu'il a poussé l'agent. Là, ceux qui ont expliqué cette situation disent qu'il l'avait giflé pendant qu'il avait le téléphone en main. Donc, je trouve qu'il n'y a pas eu trop de... En fait, dans sa tentative de vouloir démentir, je vois une maladresse qui me laisse croire que ce qui a été dit jusqu'ici est vrai. Parce qu'on a vu la lèvre inférieure de l'agent enflé. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, tous ceux qui ont parlé, ils ont dit qu'il l'a giflé avec le téléphone. Bachir vient de dire qu'il avait le téléphone dans sa main gauche et qu'il l'aurait repoussé par rapport à peut-être aux apparemment, il l'a caressé avec son téléphone. Il l'a caressé. Bon, de toutes les façons, il y a eu agression. En tout cas, dans tous les cas, moi, dans son démenti, je trouve qu'il s'est planté et qu'il a donné raison à la première version. Il a donné raison à la première version. Oui, Mansoumon. Oui, moi question. Si c'est une caresse, c'est alors une caresse violente. Parce que on se pose... Ah oui, ce que je ne comprends pas, pour moi... Il dit qu'il l'a poussé avec son téléphone, il avait le téléphone en main, il l'a poussé avec son téléphone, alors de toutes les façons, il y a eu agression. Oui, mais en fait, ce qui est étonnant, on est quand même dans un pays où il y a tout un respect autour de la personne d'un ministre. Donc moi, je vois très mal un agent qui peut avoir le courage de diffamer un ministre, oui, en l'accusant de l'avoir giflé et en montrant des preuves. Mais d'ailleurs, on voit l'image du policier. Vous avez vu sa figure? Oui, j'ai vu un commentaire. Mais on n'a jamais entendu le policier lui-même. Regardez la photo de celui qu'on a. Pour ceux qui nous regardent à la télé, il y a quelqu'un qui a dit que ce monsieur-là, dans la vraie vie, son visage est comme ça. Bon, j'ai vu un commentaire comme ça sur Internet, mais franchement, quel intérêt c'est Prempren, quel intérêt monsieur Prempren aurait à accuser le ministre, sachant qu'il risquait gros, que ce soit vrai ou faux, de le faire ou de dire... dire la vérité déjà, il risque gros, après votre raison de mentir sur le ministre. Comme Sekou l'a dit, cette sortie n'était pas du tout nécessaire. Nous, on avait même oublié ça. On était passé à autre chose. Donc là, il a réchauffé. Il a réchauffé encore le repas et mais vous avez dit tout à l'heure que peut-être c'est lié à ce limogeage du préfet. Oui, bien sûr, parce que tout le monde se posait la question. Pourquoi limoger? Même moi, j'étais la première. Pourquoi avoir limogé le préfet et qu'avec le ministre, rien ne s'est passé? Donc, on se pose cette question de 2 poids 2 mesures là, dont le CNRD nous sert tous les jours. Tantôt, on applique la loi ou on est sévère avec une partie et de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Donc, s'il faut appliquer la loi, s'il faut faire les choses correctement, il faut que ça soit à l'unanimité et que cela soit à l'égard de tous. Donc, pour moi, franchement, c'est difficile de croire en cette version. Et après, à la version du ministre. Oui, après cette sortie-là, qui peut venir démentir cela? Qui va oser? Qui va oser dire que non, ça ne s'est pas passé comme ça? Parce qu'il a même dit que ceux qui étaient là à côté le savent. Il parle justement de... Mais ils n'osent pas, les gens n'osent
n'ose pas dire autre chose. Personne ne va oser dire le contraire de ce que le ministre a dit. On laisse l'histoire dans les mains de Dieu parce qu'on sait que ça n'ira pas à la justice et encore courage à cet agent-là. Oui, courage à cet agent. Oui, Baïla Amadou Traoré qui sourit déjà. Vous êtes d'accord avec les autres ou... Non, pas du tout. Oui, quelle est votre analyse sur la question? En tout cas, il dit qu'il n'a jamais, c'est faux, c'est comme ça il a dit, c'est faux, il n'a jamais été question de gifler un agent. Oui, bon, moi je le crois. Vous le croyez? Sur parole. Je pense que justement, il est plus crédible que des rumeurs. Parce que, mine de rien... Plus crédible que celui qui a été giflé aussi. Il est plus crédible que des sauf rumeurs. Que celui qui a été giflé n'a jamais parlé aussi. C'est ce que j'allais lui répliquer. Il n'a jamais parlé. Non, laissez-moi aller au bout, s'il vous plaît. On n'a pas parlé dans les médias. Attends, comment on a appris? Vous pensez que c'est tombé comme ça? Non. Il n'est pas passé dans les médias, parce que vous savez, il ne passera pas dans les médias pour dire de telles choses. Et même en temps normal, en tant qu'agent, mais on peut pas, quand même, c'est un père de famille. L'influence de la hiérarchie, je peux être d'accord avec vous. Il faut arrêter, c'est pas parce que l'autre est ministre qu'on peut l'étaler le tapis rouge, je suis désolé. D'accord, donc je vais continuer quand même mon propos. Oui, allez-y. Je vais me répéter pour que ça soit bien entendu. C'est que moi, je porte plus de crédit à la parole du ministre Bachir qu'à des rumeurs. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments factuels, il n'y a même pas un témoignage ni du principal concerné, ni, comme on appelle, des témoins, ni dans les médias, ni devant un éventuel tribunal, une éventuelle dénonciation. Et sur ce fait, c'est même un mea culpa que je fais. Parce que moi aussi, comme Massouma vient de le dire, à un moment donné, quand il y a eu la question, je ne pense même pas que ce soit le préfet de Séguiri, avant ça, la vidéo aussi, l'altercation avec Aboubakar Souma, j'avais mis en relation la promptitude du procureur et ça, on va dire, le fait qu'il n'ait pas agi sur la question du ministre Bachir. Qui aurait pu nous éclairer en plus. Hein. Mais avant même, du coup, ce démenti du ministre Bachir, je m'étais aussi rendu compte que justement, contrairement à M. Aboubakar Souma, et à l'histoire de M. Aboubakar Souma, et contrairement à l'autre aussi événement, ici, à Séguiri, il n'y a pas justement d'éléments factuels de vidéo, et la seule action, une action judiciaire, je termine, une action judiciaire n'aurait pu prospérer au moins que sur le témoignage. C'est-à-dire à défaut de vidéo, qui est le témoignage soit du principal concerné, soit des personnes, à éventuellement le procureur, pour que lui puisse engager une action. C'est que tu n'as pas compris. Je me suis dit que justement, étant donné que ça s'est passé dans un commissariat, avec des policiers, je savais que ça ne serait pas évident pour un procureur d'obtenir le témoignage d'un subordonné, d'un truc qui accablerait le ministre. Donc factuellement, il n'y aurait pas d'éléments. Maintenant, sur ça, c'était sur l'aspect. Maintenant, le deuxième aspect pourquoi je suis... le deuxième aspect sur la temporalité, il l'a dit, il l'a expliqué lui-même dans la vidéo, on n'a pas entendu l'extrait, mais il explique que justement qu'il a décidé de ne pas parler parce que justement ça faisait du bruit, de ne pas se mêler, on va dire, à la comment on appelle, aux supputations médiatiques, au battement. Et aujourd'hui, il était en face de ses collaborateurs et certainement, comme l'a dit moi aussi, en raison du contexte, et vu que de plus en plus on fait ces comparaisons, il fallait certainement qu'à un moment donné qu'il s'explique, et c'est ce qu'il a fait. De toute façon, je ne serais pas surpris que sous peu, prenne la parole pour donner raison au ministre. Moi, je ne serais vraiment pas surpris. Le truc, c'est que Baïla même, je ne sais pas à tort ou à raison, parce que c'est la vérité, mais parce qu'il n'aurait pas le choix. Il occulte un certain nombre de faits. Nous, on était là, on n'était pas sur place. Il n'a qu'à chercher à savoir comment on a été informé, comment on a eu les détails et comment on a eu la photo. Ça vient de là-bas. On nous a appelés pour nous expliquer ce qui s'est passé. Des agents. Des agents qui étaient témoins. Mais bien sûr, des agents, il le sait. Il a vu la photo. Est-ce qu'on va nous dire que la photo là aussi c'est un montage? Non, on l'a reçue science tenante. Et à date, jusque là où on est, aucun agent de la police n'a démenti la version officielle. La version que jusque là avait été... Et aucun agent ne l'a confirmé. Et aucun agent ne l'a confirmé. Par contre, lui il vient nous dire qu'il avait le téléphone dans sa main.
et qu'il l'a poussé. Alors que la première version nous disait également qu'il avait un téléphone dans la main et que c'est avec ça qu'il avait giflé. La main gauche. Ça veut dire que, peut-être qu'il s'est pas rendu compte. D'une manière ou d'une autre, ça veut dire que le ministre reconnaît qu'il y a eu contact. Oui, il y a eu contact. Il y a eu agression. À partir de cet instant-là, s'il y a eu blessure, parce que quand vous vérifiez sur l'autre image, mais la question qu'on se pose, comment est-ce qu'on peut voir la bouche quand même du monsieur enflé et au-delà, il y avait du sang. Ça veut dire que coup et blessure. Pour parler sous la couverture des hommes de droit. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on essaie de nous fatiguer sur ça. Alors, on a les éléments qu'il faut. Si le ministre n'a pas été inquiété, c'est parce qu'il est ministre. Oui, parce qu'il est ministre. Le reste, le père de famille n'a peut-être parce que c'est facile ça. Ou peut-être parce que ça c'est facile. Ça, c'est facile, hein? Parce que si c'est un civil, peut-être que ce serait pas... Ensuite, pour parler du ministre Bachir, il y a un auditeur qui nous écrit, qui dit bonsoir. Le ministre Bachir, il se pose la question, est-il gaucher ou droitier? Parce s'il est droitier, alors je ne pense pas qu'il puisse gifler l'agent de police avec sa main gauche. La question que Sekou posait tout à l'heure, c'est que s'il est gaucher, est-ce qu'il peut gifler avec sa main gauche? Ça, nous, on ne sait pas s'il est gaucher ou non. Il y a Ablaï Keita aussi qui nous écrit, chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, qui dit ceci: il faut que les gens arrêtent de prendre des rumeurs pour des vérités. Quelle est l'authenticité de la photo? Qui l'a prise? Eh bien, il parle bien sûr de la photo du policier. C'est bien, on comprend, Abdoulaye. Alors, on ne peut pas passer à un truc. Quelle est l'authenticité de la photo qui a été prise de près? Je pense que ce débat, on ne va pas le faire. Parce que jamais le ministre n'a parlé d'une image ou de montage. Ça n'a pas été... l'image qui a circulé n'a jamais été de mentir. Il a reconnu qu'il y a eu un contact. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Voilà, ça, c'est déjà fait. On sait qu'il y aura rien. On va évoluer. Mais il faut qu'on parle du carburant. Oui, le carburant. Il faut qu'on parle du carburant. Et de passage, je ne sais pas... Si la DCI représente... Mais est-ce qu'on n'est pas en train de nous mentir pour le problème du carburant? Oui, je vais dire un mot parce qu'on ne comprend pas, on nous dit que le carburant est là, le dépotage a commencé, mais c'est toujours la queue dans les stations. Je vais dire un mot de passage. Je vais vous informer pour ceux qui ne le savent pas. Aujourd'hui, la DCE remplace carrément la RTG. La DCI remplace le logo de la RTG pour mettre le logo de la DCI. Je ne sais vraiment pas on est dans quel pays. Je ne sais pas comment est-ce que ça c'est possible. Ça c'est un débat. On va revenir sur ça. Alors que la RTG quand même c'est un patrimoine national. C'est extraordinaire. C'est un patrimoine national. C'est une première dans la vie de notre nation. C'est une première et ça doit indigner tout le monde. C'est-à-dire que les images de la DCI, on enlève complètement la RTG. On met le logo de la DCI. Il y a même le micro qu'on utilise. Désormais c'est avec le logo de la DCI. On va revenir sur ça parce que ça crée de l'indignation au niveau de la maison mère. Mais ça, c'est moins préoccupant que le syndicat au niveau de la RTG se manifeste. Je pense que dans cette affaire de carburant, jusqu'à présent, on ne nous dit pas la vérité. Toute la vérité n'a pas été dite. Ce qui est en train de se passer véritablement. Qu'est-ce qu'on nous cache réellement? Parce que on vous dit le premier jour, on dit non, on va régler ça dans 24 heures. Le soir, on dit dans 48 heures. Et après, on dit non, le dépotage a commencé. Aujourd'hui, ça va être réglé. Chaque jour, ce sont les mêmes mots. Je ne sais pas à quoi on joue. Il faut respecter vraiment la population guinéenne. Il faut respecter ces citoyens qui sont en train de payer les frais d'une mauvaise gouvernance. Et je me pose la question, pourquoi ce n'est même pas... vous appelez ça mauvaise gouvernance? Mais bien sûr, non, mais c'est bonne gouvernance. Non, c'est une question que je pose, M. Keita. C'est une mauvaise gouvernance dont on parle. Pour un État quand même qui est dans l'esprit de la bonne gouvernance, on anticipe, on prévoit. Et cette situation pouvait être, si vous voulez, réglée en amont parce que c'est quand même, ça ne tombe pas du ciel. Mais ce qui est encore choquant, c'est quand on se donne la peine de nous mentir, nous dire des choses et le lendemain, ça ne vous gêne pas, vous revenez dire encore les choses qui ne vont jamais arriver. Qu'on nous dise, et les images circulent pour nous dire que le dépotage a commencé. Qu'on nous dise clairement, c'est la situation. On dit, bon, il faut tel jour pour que vous ayez le carburant. Ça va peut-être choquer, mais les gens vont quand même essayer de trouver d'autres alternatives. Mais à chaque fois, on dit non, aujourd'hui, vous devrez avoir du carburant. Aujourd'hui, vous devrez avoir du carburant. Jusque-là, rien. Et pas plus tard que je le disais, parce qu'on nous a promis encore pour le samedi. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et donc, les gens sont en train d'aller acheter les carburants à 30 000, 40 000 francs le litre. Et puis, on garde à la maison. Est-ce que demain, on aura le carburant? On ne sait pas. Et si c'est le cas, ça va être une sorte de gâchis pour ces gens-là. Et il faut qu'on nous communique, qu'on nous dise la vérité. Il n'y a aucun mal à cela. S'il y a eu une erreur quelque part, c'est pas grave, mais qu'on nous dise la vérité quand même. Il faut nous enlever dans cette sorte de bourbier. Chaque matin, les gens se promènent avec des bidons.
Il y en a qui gardent les carburants à la maison, moyen de l'incendie, ça va être autre chose. Oui. Je crois que les dirigeants... Il y a cet autre risque aussi avec et le carburant qu'on garde dans les maisons. Doit réagir. Le colonel doit comprendre que là, c'est tout le peuple qui paye les frais de cette mauvaise gouvernance et il doit réagir. Il faut qu'il réagisse, sinon comme ça, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment... par rapport au prix du carburant. Oui, Yacine, vous avez un mot à dire par rapport, avant qu'on ne reçoive le premier invité, M. Sangaré. Oui, bien entendu, la pénurie, on parle que de la pénurie, mais aussi de l'augmentation du prix. Moi, de Dixine pour venir à Djoma, je payais 5 000 francs. Aujourd'hui, depuis hier, je paye 40 000. C'est-à-dire que je paye 8 fois le prix, quoi. C'est-à-dire que pour venir faire, on n'est pas gelé. Avant, je payais 5 000. Aujourd'hui, je paye 48 000. Mais imaginez quelles répercussions ça pourrait avoir sur tous ces pères de famille-là, sur toutes les denrées de première nécessité. Je pense que l'État a fait preuve d'amateurisme. Vous ne pouvez pas avoir une rupture de carburant comme ça. C'est-à-dire que le carburant ne finit pas pendant que vous dormez. Il y a une vraie programmation qu'on fait. Ceux qui gèrent le carburant savent quelle est à peu près la quantité de carburant que nous consommons par jour, par mois et par an. Qu'il y ait une rupture et qu'on nous raconte que le bateau est au niveau du port, je trouve que c'est manquer de respect à l'intelligence du peuple. Qu'on nous dise exactement ce qui s'est passé, mais surtout qu'on trouve rapidement les solutions. Parce que le litre de carburant, c'est entre 50 et 65 000 aujourd'hui, le litre de carburant. Oui. Mais ça aussi, c'est si tu obtiens. Oui, si vous trouvez. Si c'est si tu trouves. Oui. C'est pourquoi d'ailleurs, même si on te dit 80 000, tu achètes, parce que tu n'en trouves pas. Donc vivement qu'on en parle, sinon on ne sait pas là où ça peut nous mener. On ne sait pas là où ça va nous amener. Quelques messages sur la page Facebook. Ibrahim Fassi Fofana qui dit que Djoma TV, il faut aller à la recherche de l'information, c'est important et pourtant c'est ce que nous faisons tous les jours. Mohamed Lamine Bangoura, vous nous écrivez bonsoir Djoma. Vous pressez, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire, vous êtes pressé. Guinée, vous faites beaucoup attention, vous pouvez appeler le policier aussi depuis Kindia, vous nous écrivez, manquez pas, parce que le policier a été joint, comme c'est qu'on a dit tout à l'heure, on n'a pas eu les images comme ça fortuitement, certainement il a été contacté par la plupart des médias qui ont parlé de cela. Aboubakar Sarko, vous nous écrivez, est-ce que la Guinée a répondu à la dernière mission de la CAF après son inspection qui a donné un délai d'une semaine à notre pays à l'effet de lui présenter les maquettes des stades à réaliser et leur site et surtout la disponibilité du budget de leur réalisation, etc. Abakar Saro, signé journaliste. Tout à l'heure, ça ferait l'objet même d'ailleurs de débat avec notre invité du jour dans la deuxième partie de l'émission. Lui, c'est Ibrahim Kébé. Il est conseiller principal du ministre des Sports et de la Jeunesse, mais aussi membre du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN 2025, ici même en Guinée. Sila Bouna, vous nous écrivez, avez-vous déjà des élèves avez-vous déjà vu des lèvres enflées comme ça par une gifle, point d'interrogation. On a giflé votre agent combien de fois pour que sa bouche soit s'enfle comme ça. La question est adressée certainement au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dawin Kamara, vous nous écrivez également, si le CNRD dure en Guinée, Sékou Keïta risque de faire, je sais pas, un malaise, oui. C'est lui. Nous ne lui souhaitons pas ça. Hein. Ce pouvoir l'agace beaucoup. Monsieur Keïta, s'il nous fait, faites doucement. Vous risquez de tomber malade. Abraham, le souverain. Salut, monsieur les journalistes. Pourquoi les membres du FNDC ne publieraient pas les biens pour ne pas qu'ils s'enrichissent sur le dos des populations, parce qu'en Guinée, les soi-disant sociétés civiles ont beaucoup d'argent qu'ils reçoivent des dirigeants. C'est vous qui le dites. Ensuite, Jean-Richard Koli Abba, vous nous écrivez, mon cher Keïta, le DG de la RTG a présenté son bilan devant un joueur des plaidoyers. Donc un ministre et DG au même moment d'une société. Donc il ne faut pas être étonné. Il parle bien sûr de la nomination de Mamoudou Nanyale en tant que directeur désormais par intérim de la Sogipa et actuel ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Cissé Baba, vous nous écrivez également, quand l'État est faible, c'est le développement de l'amateurisme à tous les niveaux dans la gestion
gestion des affaires politiques. L'avant-dernier message, donc Fan Bondi, vous nous écrivez également. Ça va, et toi, je ne sais pas à qui il s'adresse à qui. Il y a eu des problèmes dans les commentaires. Ça, c'est entre vous là-bas sur la page Facebook. Ensuite, Dédic Kam, vous nous écrivez. Dawin Kamara, stoïcien, bonsoir. Sekou Keita est l'un des meilleurs journalistes de ce pays. Tout ce qu'il dit me fait l'ombre d'aucun doute chez moi. Ceci dit, on va recevoir le premier invité. C'est ça aussi, la démocratie. Hein. Quand l'un tape d'un côté, l'autre essaie de soutenir. Ainsi dit, on va recevoir notre premier invité du jour. Lui, c'est Alimou Sangaré, chargé des relations extérieures de l'ONG AGEPAGE, entendez par là, Agir ensemble pour l'avenir de la jeunesse, une ONG qui a pour objectif promouvoir l'entrepreneuriat, j'y arrive jeune, l'insertion sociale des jeunes diplômés au chômage, contribuer à l'amélioration du système éducatif guinéen en célébrant l'excellence dans les établissements et privés. Monsieur Sangaré, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir à tous et grand merci à vous de m'avoir invité. Oui, le baptême de feu, c'est quand? Le lancement officiel? Le baptême de feu, c'est demain matin à partir de 11h à la Maison de la Presse. Et nous avons pour conférencier votre DG, M. Khalil Oulari. Et je profite de l'occasion de le rendre un grand hommage. C'est un grand homme. Et puis, il nous a facilité la tâche. Et il nous a accueillis à bras ouverts. Et il est prêt à nous accompagner. Et tout cela, on ne lui a absolument rien donné. Voilà, est-ce qu'il a besoin que vous lui donniez quelque chose? Oui, c'est normal. Hein, parce qu'on ne peut pas passer à la télé aussi que ça. Et puis, il faut le reconnaître. Et toute cette mobilisation. Avant-hier, ma chargée de communication était déjà là. Dans votre émission Bonjour la Guinée. Non, il dit, lui, dans tout cela là, eux, ils n'ont rien donné à Khalil. M. Khalil, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais c'est important de le préciser. Non, mais lui, il parle du média. Non, il parle de eux, leur organisation. Il parle de leur ONG. Quand il dit de donner quelque chose au DG, c'est pour le média, pour la communication. Donc, non, parce que s'il faut le dire, c'est une pratique. C'est mercantilisé parfois. Il y a des choses, on demande... La communication, on paye normalement. Ça se paye. C'est normal. Et surtout la disponibilité et puis l'énergie positive de moins ce qu'il met dans notre lancement officiel là. Oui. Ça, c'est quelque chose à saluer. Alors, dites-nous, il sera question exactement de quoi à la suite de ce lancement? L'ONG, c'est pourquoi? Dites-nous en termes clairs. D'abord, je tiens à vous informer que l'ONG, je pense comme vous l'attendez, Agir ensemble pour l'avenir de la jeunesse. C'est une ONG... Parlez au micro, monsieur Sangaré. Bon, comme vous l'attendez déjà, oui. Agir ensemble pour l'avenir de la jeunesse. C'est une ONG à but lucratif et apolitique. Et nous sommes à Yataya comme siège social. Et notre objectif principal, on en a beaucoup d'ailleurs, c'est la promotion de l'entrepreneuriat et l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des étudiants. Oui. Mais aussi promouvoir la participation des jeunes dans le processus de développement du pays, surtout dans les zones rurales, afin qu'ils soient formés, qu'ils communiquent et puis qu'ils sensibilisent réellement et pour la collecte et puis aussi l'orientation de leurs projets, mais aussi renforcer le système éducatif à la base, surtout en célébrant l'excellence dans nos différents établissements, qu'ils soient publics ou privés, mais aussi la sensibilisation au niveau réellement des populations, surtout dans les zones rurales, les femmes enceintes par exemple, qu'elles prennent conscience de leurs états avancés et qu'elles acceptent de se faire consulter en prenant les carnets rouges, et ce qui serait très intéressant pour leur état, mais aussi pour le futur bébé. Sans aussi oublier la bonne gouvernance que nous allons encourager, aussi la sensibilisation aussi pour le civisme, pour que les Guinéens comprennent réellement que nous sommes arrivés à un certain niveau où les jeunes doivent être au cœur de notre développement. Sans les jeunes, il n'y a pas de développement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont là, qui ont fini les études et ils ont leurs projets dans les tiroirs, mais ça ne bouge pas. Et cela, l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Et d'où la nécessité de l'AGEPAGE de venir vers... Vous êtes déjà en avance, vous avez déjà un siège social alors que le lancement n'est pas encore fait, ce qui est tout à fait contraire pour la plupart des ONG de la place. On est déjà en avance parce qu'on a déjà mené 2-3 activités déjà de sensibilisation dans les communes de Breka et Koya. Oui. Et donc, ce n'est pas une première. Donc, on a voulu le faire avant le lancement. Là, Yacine, votre question. Vous voulez promouvoir l'entrepreneuriat jeune, vous voulez également célébrer le mérite, l'excellence dans les écoles et autres. Tout ça, c'est un bon discours. Mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire pour ça? Concrètement, vous le dites déjà, promouvoir l'entrepreneuriat jeune. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs en Guinée ici. Par exemple, nous d'ailleurs, on est basé sur les zones rurales. Ce n'est pas la capitale Conakry. C'est là où il y a les unités de transformation,
surtout les coopératives qu'il faut encourager. Par exemple, quand vous prenez avant la consommation du gombo, la consommation de fonio, il fallait avoir une tente au village ou bien dans les régions reculées pour pouvoir réellement vous en récupérer. Mais maintenant, là, il y a des coopératives là-bas qui produisent sur le champ. Mais pourquoi ne pas les encourager? Approchez-vous du micro, monsieur Sangare. Donc, pourquoi ne pas les encourager? Pour qu'on puisse bien vous entendre. Bon, là, je disais là... Parce que ce que vous dites est important. Oui, c'est intéressant. Il y a beaucoup de jeunes à l'intérieur qui évoluent dans l'entrepreneuriat. Par exemple, la production du fonio, des gombos et aussi du sumbara. Et tout ceci là, il y a des femmes aussi qui sont dans ces coopératives. Pourquoi ne pas les encourager? Il y a aussi, si vous prenez aussi dans les zones du Fouta, où vous allez voir les jeunes qui sont là, qui fabriquent les sandales. Et même vous là, vous êtes bien habillés. C'est là, et alors, c'est des choses qu'il faut encourager. Il y a des jeunes qui sont là, qui ont l'initiative, mais ils n'ont pas les moyens. L'État n'est pas là, les partenaires ne sont pas là. Il faut qu'ils entreprennent et oser croire réellement que c'est un entrepreneur qu'ils peuvent avoir un soutien. Oui, la question de Yassine. Oui, pour reformuler sa question, encourager quoi faisant concrètement? C'est-à-dire, vous avez parlé des producteurs, par exemple, agricoles, qui ont des difficultés aujourd'hui, l'entrepreneuriat agricole. Comment vous comptez concrètement les aider, au fait? Nous avons déjà établi beaucoup de partenariats avec les institutions des programmes des Nations Unies pour le développement, le PNUD, l'USAID, l'UNICEF et tout ceci-là. Nous voulons collecter réellement et puis faire une sélection, surtout de ceux qui sont cadrés, qui sont aptes à être accompagnés. Et on veut être un peu là comme étant l'intermédiaire entre les jeunes entrepreneurs et aussi les institutions, qu'elles soient publiques ou privées, et pour pouvoir réellement les amorcer dans leur développement. Oui, l'autre chose, allez-y, vous trouvez le financement? Le financement, pour le moment, nous finançons nos activités sur fonds propres parce que là, c'est l'ONG, d'abord, notre premier objectif, c'est ça. Le budget que nous avons mis en place, non seulement pour la maison de la presse, pour l'organisation de tout ce qui sur fonds propres. Quel est votre budget? Le budget de l'ONG s'élève à combien? Pour le moment, non, je ne peux pas dire, on n'est pas subventionné par l'État ni par les institutions. Oui, mais vous avez un budget même. Nous avons un budget, mais je ne peux pas vous le dire pour le moment. Parce que là, vous avez parlé c'est confidentiel. Vous avez parlé de plusieurs secteurs, vous avez parlé ce qui élargit un peu votre champ d'application. Oui. Mais puisque vous êtes une association naissante, une ONG naissante, ce qui veut dire que pour le moment, vous n'avez pas suffisamment de moyens. Tout à fait. Est-ce que si vous vous retrouvez sur tous ces chemins, tous ces terrains en même temps, vous ne risquez pas de ne pas produire le résultat escompté? Mais oui, vous avez des domaines spécifiques pour le moment que vous priorisez? On a surtout, je vous le disais tout à l'heure, la promotion de l'entrepreneuriat jeune. L'éducation à la base, la sensibilisation, surtout l'environnement. On a tout ce qui touche la jeunesse, parce que c'est l'avenir. Et je vais profiter de l'occasion pour vous signaler que nous avons tissé déjà des relations avec les institutions d'établissements publics et privés de l'intérieur. Nous ne comptons pas s'installer à Conakry, parce que le développement, c'est dans les zones rurales. Et sur ce, l'école guinéenne sera célébrée par beaucoup d'activités, que ce soit les lycées et les universités. Il faut les encourager. Mais surtout aussi, nous comptons avoir le soutien, et c'est déjà en cours, de l'UNICEF pour pouvoir nous aider à avoir réellement des formations pour les formateurs, surtout dans les zones rurales, les écoles primaires, etc. Vous voyez une salle de classe ou bien 3 salles de classe qui n'est occupée que par un seul professeur. Et c'est fatigant. Et surtout, la qualité aussi de l'enseignement n'est pas là. Comment vous voulez réellement demain que ces jeunes... Vous comptez envoyer des enseignants là-bas et les payer? Mais pourquoi pas ne pas les proposer? Non, on ne les paye pas. On cherche un partenariat de les former et obliger l'État à les embaucher. D'accord. La question... Bah oui. D'accord, la question de Mansouma. Alors, et puis on va partir à la pause. Vous écoutez, j'ai l'impression que vous êtes très ambitieux et que vous êtes sur beaucoup de domaines, vous visez beaucoup de domaines en même temps. Est-ce que ça ne serait pas mieux de se focaliser sur quelque chose et réussir? Parce qu'à vous entendre là, et on a beaucoup d'ONG aujourd'hui qui ont des ambitions, qui font à peu près la même chose que vous. En deuxième question, qu'est-ce que vous apporterez de plus que les gens sur le terrain, on en a même assez, ne feront pas ou ne font pas déjà? Vous savez ce que vous devez comprendre, comme vous l'avez si bien dit, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'ONG sur le terrain et qui se sont donnés pour tâche de faire ceci ou cela, mais ils ne le font pas. Tel n'est pas le cas. D'abord, notre inspiration, c'est quoi exactement? On a vu la situation précaire de la Guinée, surtout la jeunesse. Elle est politisée, instrumentalisée. Au lieu de les accompagner, on les utilise pour des fins lucratifs, juste pour des miettes. Et sur ce, nous, tel n'est pas le cas, je vous ai dit aujourd'hui, on a des partenariats un peu partout. À partir des Koya, déjà, on a des représentativités un peu partout. Et aussi, n'oubliez pas que nous sommes représentés en France, en Allemagne,
en Belgique. Sans oublier, je profite de l'occasion pour lancer un appel au président qui continue sa mobilisation, qui réside en Turquie. Et là, le président de l'ONG. De l'ONG, M. Mamadi Sissé. Et c'est une occasion pour nous de pouvoir vous faire savoir que nous ne sommes pas seulement en Guinée, nous sommes représentés un peu partout ailleurs. D'accord. Demain, à l'occasion du lancement, vous avez invité le directeur Khalil pour une thématique à développer. Il sera question de quoi, cette thématique-là? C'est les jeunes face aux défis de développement, les enjeux et perspectives. D'accord. Oui. Ok. Demain, le lancement, en tout cas, nous vous souhaitons bonne chance, M. Sangaré, pour l'initiative qui a été donc prise par vous-même avec votre ONG. Oui. Et bon vent pour la suite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Hein, oui, avant la pause, c'est juste, il y a apparemment un internaute qui nous envoie une information. Si c'est vérifié, c'est une bonne nouvelle. Oui. Parce qu'il est en train il nous a envoyé une sorte de statistique des stations qui ont reçu du carburant. Oui. La même chose. Donc, il parle de Symphonia 38 000 litres, Ratoma 38 000 litres, Dabondi 40 000 litres. Oui. On va recouper tout ça là. Oui, on va recouper. Dans la même logique, il y a un autre auditeur qui nous envoie un SMS. Il s'appelle Cheikh Sadibou Silad. Je l'appelle au mot de passage. Il dit: je t'informe que le carburant est maintenant disponible dans les stations. Moi, j'en ai déjà pris. Alors, je connais quelqu'un aussi qui a déjà fait le plein. Hein. Moi aussi, on va devenir si j'ai pris du carburant. Ah, vous avez pris du carburant. Donc, on a acheté à prix alors c'est la photo ce dernier message avant qu'on ne parte à la pause. Il dit: bonsoir Ndoye, je suis Sékou Kondé depuis Sigiri. Je pense que le ministre Guillaume est passé à côté par rapport à la fermeture des écoles où il y a eu des fraudes. Ceci dit, on va marquer la pause, histoire pour nous de laisser place à nos obligations commerciales. Et juste après, on se reprend dans la deuxième partie de cette émission. On aura comme invité M. Ibrahim Kébé. Il est conseiller principal du ministre des Sports et de la Jeunesse, mais aussi membre du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée en Guinée en 2025. Quel est l'état d'avancement des travaux de terrassement des sites identifiés pour abriter le stade de la compétition? Où en sommes-nous avec la construction du village de la Cannes à Conakry, mais aussi dans les villes? Les émissaires de la dernière mission de la CAF sont-ils partis satisfaits de Conakry? À quoi servira le montant de 30 millions de dollars dont le décaissement est déjà ordonné par le président de la transition? Ces questions ainsi que d'autres seront développées avec notre invité Ibrahim Kébé, sans oublier naturellement que nous parlerons dans la deuxième partie de cette émission le sujet concernant le dialogue qui a été reporté pour le lundi prochain. À tout à l'heure. 17h à 19h dans ORLM. Votre émission de décryptage et débat de Joma Media. Deuxième partie de l'émission, on refait le monde de ce vendredi. Nous sommes le 24 juin 2022. On l'avait annoncé tout à l'heure, il sera avec nous dans ce studio et sur ce plateau. C'est Ibrahim Kébé. Il est conseiller principal du ministre des Sports et de la Jeunesse, Beya Diallo, mais aussi membre du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. En tout cas, si tout se passe bien, la Guinée abritera cet autre événement à l'échelle continentale, ici même en 2025 avec lui. Plusieurs questions seront à l'ordre du jour, mais bien avant, on l'avait aussi annoncé au chapitre des sujets à développer dans cette émission, ce numéro, le 5e et dernier de la semaine. Il s'agit du cadre de dialogue qui a été qui devrait être ouvert aujourd'hui même, mais finalement qui a été reporté pour le lundi prochain. On apprend d'ailleurs que le RPG Arc-en-Ciel et Alliés conditionnent leur participation au cadre du dialogue par la libération de leur cadre détenu à la maison centrale de Conakry, la désignation d'un médiateur de la CEDEAO, l'arrêt des persécutions dont sont victimes des leaders politiques et de la société civile depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, l'examen bienveillant des conflits de propriété entre l'État et les citoyens. Sékou Keita. Alors, premièrement, je pense qu'on est dans une nouvelle situation, une nouvelle donne. On a comme l'impression qu'on est en train de revenir à des meilleurs sentiments parce que je pense que c'est une décision sage. Il fallait prendre cette décision au regard des désolidarisations, des courriers
contraire à la volonté du CNRD et tout ce qui s'ensuit. Oui. Et je crois qu'on est en train de comprendre que il faut discuter. Il faut échanger avec les acteurs concernés. Il faut réunir tout le monde. Il faut dialoguer. Pour qu'on puisse parler, si vous voulez, d'un dialogue inclusif. C'est important. C'est vrai qu'à la veille, il y en a qui disaient nous, on va partir. Les forces vives ne se résument pas à eux, ainsi de suite. Mais c'est bien fait d'écouter l'autre voix. Ceux qui ont décidé de ne pas, les partis qui ont décidé de ne pas prendre part, c'était quand même un nombre important, mais à la fois qui ont une base politique qu'il faut signaler de passage. Mais l'autre chose qu'il faut dire, reporter, parce que quand vous lisez le courrier, le communiqué du Premier ministre, c'est précisé par endroit que c'est justement dans le but d'amener plus de personnes ou amener tout le monde autour de cette table pour discuter justement des questions liées à la gestion de la transition dans notre pays. Il faut vraiment que les choses se passent dans cette logique-là, qu'il accepte de même couper ou d'ignorer le concept de cadre de concertation, puisqu'il a parlé de dialogue inclusif, qu'il annonce la session inaugurale de ce dialogue, du cadre de dialogue inclusif. C'est-à-dire, il n'y a pas à dire la 3e réunion, que ça soit considéré comme le point zéro, ou en tout cas une session inaugurale. Mais qu'est-ce qui peuvent être les raisons du report selon vous? Oui, les raisons, c'est clair. C'est en tout cas entre les lignes, c'est dit. Parce que quand quelqu'un vous dit c'est pour permettre à plus de personnes ou à tout le monde de prendre part au dialogue, ça veut dire qu'on a écouté les cris de cœur de ces entités qui ont décidé de bouder. Oui, mais sauf que ces entités sont catégoriques, c'est quoi? Non. À l'exception du RPG Arc-en-Ciel qui fait des réserves. Non. Je pense que quand on prend par exemple l'ANAD, la position de l'ANAD était claire. C'est qu'on ne peut pas critiquer le cadre de concertation. On ne peut pas bouder les 2 premières rencontres du cadre de concertation et revenir prendre part à la 3e. C'était ça la position. Maintenant, si on redéfinit les choses et que d'ici le lundi, que le Premier ministre adresse un autre courrier pour dire que ça ne sera plus le cadre de concertation, mais plutôt un cadre de dialogue inclusif, je pense que beaucoup reviendront. Oui, mais est-ce que c'est pas dans la même logique, parce qu'on parle de session inaugurale? Je ne sais pas. Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est peut-être que, comme vous le dites, on reprend les choses? Si c'est une session inaugurale, c'est clair que l'ANAD pourrait revenir. Sauf que le RPG est venu avec un autre élément. Et met des réserves. Qui est nouveau, c'est notamment la libération de ces cadres. Donc le RPG en fait une exigence. Et là, ça nous ramène un peu dans le contexte des précédents dialogues de 2010, 2013 et tout ce qui s'ensuit. L'opposition, avant de revenir, demande la libération de ses militants et puis l'ouverture d'un cadre de dialogue et ainsi de suite. C'est comme si la roue vient de tourner. L'un dans l'autre, je pense qu'il faut mettre l'intérêt supérieur de la nation devant. Et que s'il y a une volonté réelle de discuter véritablement des problèmes de ce pays, je crois que le RPG doit accepter de revenir d'abord autour de la table et puis poser ces problèmes-là. Peut-être qu'il y aura une autre question ou peut-être d'autres solutions. Mais en attendant que le PM accepte de s'inscrire dans la logique des forces vives, ouvrir un cadre inclusif, discuter des vrais problèmes sans passion dans l'intérêt supérieur de la nation. Dans l'intérêt supérieur de la nation. Oui, Yacine, sur la question. Alors, moi, je ne crois pas du tout en la sincérité mais Yacine, de la vous êtes trop pessimiste, vous aussi. Non, mais à chaque fois qu'on pose un débat, vous dites que vous ne croyez pas. C'est pas à chaque fois. Je regarde parce que tout à l'heure, vous ne croyez pas. Je ne suis pas un doux rêveur. C'est parce qu'il est assis à côté de Sékou Keïta. Non, je ne suis pas un doux rêveur, moi. Non, mais Sékou, déjà lui, il est caricaturé. Les gens le reconnaissent maintenant. Je dis. Ça, c'est toi qui le dis. Non, mais c'est pas moi, ce sont les commentaires, Sékou. Qu'est-ce qui a été dit? Oui, il y a un autre qui a contre-attaqué pour dire que vous êtes bien. Oui, allez-y. Moi, je ne parle pas pour me faire plaisir. Pour faire plaisir à quelqu'un. Je dis les faits. En tant que journaliste, et de surcroît, rédacteur en chef. Non, c'est pas la peine de vous justifier, c'est que je vais dire. Allons-y. Moi, c'est les faits. On évolue sur le Keïta. Vous vous justifiez là. On évolue. On va évoluer. Ça veut dire que vous prenez ça en compte. Non, ne pas me caricaturer. Non, je n'ai pas dit. Je dis sauf que vous êtes en train d'être caricaturé. Ce n'est pas moi qui fait cette caricature. Maintenant, c'est. On va évoluer. C'est Yacine. Allez-y, Yacine aussi. D'accord. Yacine en train de me regarder droit dans les yeux. On vous le concède. Sauf que ce n'est pas l'ancienne émission de Mohamed Ali. Allez.
Allez-y. Bon. Mendo est grave ce soir. Hein. Il s'attaque à tout. Allez-y. Bon, je disais que je ne crois pas en la sincérité de la main tendue du Premier ministre. Oui. Je pense que la pression de la CEDEAO est passée par là. Nous sommes vers la fin du mois de juin. Oui, c'est qu'on le rappelait hier. Bien entendu, le 3, la CEDEAO va se retrouver sur la question de la transition guinéenne. Oui, le 3 juillet. Et l'une des recommandations faites lors de la dernière rencontre des chefs d'État, c'était d'ouvrir un dialogue direct entre tous les acteurs, notamment politiques. Et jusqu'ici, ce dialogue n'a pas été ouvert. Alors, est-ce qu'il faut attendre? Parce que la durée de la transition, jusqu'ici, elle pose problème. La CEDEAO n'était pas d'accord, mais ça n'a pas changé. Est-ce qu'il faut attendre que la CEDEAO se retrouve, nous sanctionne pour qu'on se retrouve? Je pense que c'est cette sanction qu'ils sont en train d'essayer d'éviter. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, vous comprenez que la main tendue n'est pas franche. C'est que le Premier ministre parle de se retrouver. Mais dans les lettres qu'on a envoyées, on demande aux gens de venir à un cadre de concertation. Comment vous pouvez appeler des gens de venir? Ça, c'est le ministre. C'est le ministre Moricondé. C'est le ministre qui a... Oui, mais c'est le ministre maintenant Moricondé qui parle de cadre de concertation. C'est lui qui a dit il n'est pas en harmonie avec le Premier ministre. Non. C'est le Premier ministre qui a dit qu'il va instruire le ministre, comment on appelle, Moricondé, de décrire aux partenaires. Et le ministre a écrit pour dire, venez, on va se retrouver pour poser les bases d'un dialogue. Sauf que ceux à qui il a écrit étaient déjà clairs, avaient déjà décliné clairement leur position. Ils ne participeront à aucun cadre de concertation. Il y a aussi la marche du FNDC qu'il fallait faire reporter. Donc je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses qui font que cette déclaration a été faite dans la précipitation. Mais est-ce qu'ils ont la volonté d'aller véritablement au dialogue? Je dis non. Mais je suis de ceux qui estiment que si ce dialogue réussissait, alors on assisterait à l'immixtion de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Et comment? Parce que je suis convaincu que si le RPG, l'ANAD n'a pas parlé encore, l'UFDG ne s'est pas exprimé, si l'UFDG doit participer à un cadre de dialogue, dans les conclusions de ce dialogue-là, forcément, on parlera de la CRIEF. Aujourd'hui, le leader de l'ANAD est en exil forcé. Oui. Le RPG... Oui, c'est mon analyse. C'est mon analyse. Non, c'est vous qui dites l'exil. C'est mon analyse. C'est vous qui dites l'exil. C'est pas de l'exil. Je suis désolé. Chacun de nous ici assume ses mots. Vous n'allez quand même pas réinventer là où... Chacun de nous ici assume ses mots. J'estime que celui est en exil forcé. Ça, c'est la première chose. Alors, ça, c'est vous qui le dites. Voilà pourquoi je suis à l'aise, parce que c'est moi qui le dis et je l'assume. L'autre chose, c'est que les cadres, beaucoup de cadres du RPG sont en prison aujourd'hui. Beaucoup de cadres du RPG sont en prison. Et d'autres aussi pourraient se retrouver là-bas. Je dis encore une fois, lorsqu'ils vont se retrouver, toutes ces questions seront abandonnées. Je ne serais pas surpris que la CRIEF surseille à ce qu'elle voudrait faire, notamment à la convocation qu'elle pourrait bien émettre contre Selou, notamment les arrestations de plusieurs leaders du RPG. Et bien entendu, à partir de là, on assistera à chaque fois à l'émission de l'exécutif dans les affaires judiciaires. D'accord, on va parler encore qu'on n'est pas sorti de l'auberge. D'accord, on va aller avec... Oui, Baïla Amadou Traoré, votre analyse en attendant que nous recevions le conseil du ministre Beya. Oui. Ok, je commence rapidement par le communiqué du RPG pour évacuer rapidement. Parce qu'il me semble que le RPG, quand même, à travers ses communications, marche sur des œufs et a un langage très diplomatique. Pour ne pas dire, parce que vous savez... Ils sont prudents. Ils sont très prudents. L'utilisation, vous savez, il y a une première divergence qui a émergé entre une bonne partie de leurs partenaires au sujet déjà de la marche. Est-ce qu'on va prendre part à la marche ou pas? Et sur l'exigence, parce que quand vous parlez d'exiger la libération, moi, je ne suis pas sûr quand je lis en tout cas la formulation de ce paragraphe du communiqué qui dit toutefois, nous voudrions préciser que pour faciliter la mise en place d'un cadre de dialogue, il convient de prendre en compte ce qui suit. Donc, de un, voilà, vous savez, on peut dire, nous exigeons tel, avant de prendre part. Mais on dit pour faciliter la mise en place, hein, il faudrait prendre en compte ceci. Et on parle de la mise en place. Ça veut dire qu'ils le font avec beaucoup de diplomatie, hein, comme vous l'avez dit. Exactement. Maintenant, moi, sur la question de dialogue politique, il y a quelque chose de très curieux quand même qui est en train de se passer au sommet de l'État, entre, vous l'avez effleuré tout à l'heure, au sein du gouvernement, notamment entre le Premier ministre et le ministre de l'administration du territoire
territoire Mori Kondé. Oui. Et cela a été illustré par des tweets et des posts Facebook dont je vais vous faire part, qui sont très très intéressants parce qu'elles impliquent bien sûr des hautes personnalités de ce pays, ceux dont je viens de parler. Donc vous savez, le communiqué de presse dont Sékou faisait allusion tout à l'heure a été diffusé sur Twitter par un blogueur activiste que je salue au passage, qui fait un excellent travail du côté de l'AB, Sali Bilal So, qui a partagé le communiqué en disant que le Premier ministre recadre, si vous voulez, rappel à l'ordre, voilà, c'est le ministre de l'administration du territoire. Rappel à l'ordre, le ministre de l'administration du territoire. Alors tenez-vous bien, M. Sali Bilal So a reçu la réponse du Premier ministre, qui a fait un tweet, qui a commenté ce tweet et qui dit, je vous le lis in extenso, c'est vraiment mieux d'être positif et contribuer à la cohésion des Guinéens. Je suis pour ma part fier d'avoir mouru dans le gouvernement un homme dynamique et dévoué à notre patrie. Donc, c'est vraiment la page du Premier ministre. Bien entendu, c'est son compte officiel du Premier ministre par lequel il communique lui-même, son compte personnel. Sachant que parfois il y a son compte avec un i. Son compte personnel, alors que c'est Y, qu'il utilisait avant qu'il soit Premier ministre et qu'il continue à l'utiliser. Non, bien sûr, mais c'est une question très importante, Yacine. C'est pourquoi j'appuie dessus. Non, il n'est pas certifié. Malheureusement, la plupart des comptes de nos cadres à cause de la localisation ne sont pas certifiés. Non, c'est une question de négligence. Il y a certains qui le font. Il y a certains, à l'époque, dans le gouvernement précédent, par exemple, Gabriel Curtis, Moustapha Naïté avaient des comptes Twitter certifiés. C'était d'ailleurs, il n'y en avait pas beaucoup. Mais quand vous faites les diligences nécessaires, que vous êtes ministre de la République, vous pouvez avoir... Oui, on va évoluer parce qu'il y a Amand qui va parler avant qu'on reçoive... Ça, c'était donc sur Twitter. Oui. Et autre chose importante qui s'est passée, cette fois-ci, c'est du côté de Facebook. C'est le ministre de l'Agriculture, Mamadou Nyaleng Bari, qui a mis en photo de profil la photo du ministre Mori Kondé, comme pour lui apporter une sorte de soutien. Donc tout cela illustre quand même le fait qu'il y a un problème au niveau gouvernemental. En tout cas, le ministre Mori a besoin quand on apporte le soutien à quelqu'un pour ces genres de situations, parce que ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que vous savez, ce qui a fait poser problème, ce que beaucoup d'acteurs politiques qui ont rejeté l'invitation du ministre Mori Kondé se sont appuyés sur le terme cadre de concertation qu'ils ont rejeté. Et ce terme n'avait pas été utilisé par le PM lorsqu'il parlait d'instruction pour le cadre de dialogue. Et le communiqué du PM aussi, effectivement, parle aussi de dialogue et non de concertation. Et je termine par dire que aussi, quand vous lisez aussi le Conseil des ministres, le compte rendu aujourd'hui, il y a dans le message du président de la transition, il réaffirme son attachement au cadre de concertation qu'il a créé, et il rappelle qu'il a créé, et il dit que ça a eu, comme on appelle, des activités ont déjà eu lieu et qu'il espère que ça va continuer. Et dans le même compte rendu, du coup, lorsque le Premier ministre, dans le compte rendu du Conseil interministériel, lui parle du coup aussi de dialogue qui serait soutenu, c'est écrit, par le président de la transition, dialogue inclusif. Donc tout ça, c'est pour vous dire que vous avez vu ces termes entre dialogue et concertation sur lesquels certains se basent. Et juste un jeu de mots. Des questions de jeu de mots. C'est bon aussi. Mais ça traduit quelque chose quand même de plus, comme on appelle, profond qu'un simple jeu de mots. Parce que avec ces différentes interventions, d'accord, on peut bien on va aller avec Man Souman sur la question est-ce que l'espoir il est permis quand on parle de cette autre relance, est-ce qu'il faut même appeler relance de ce cadre de dialogue au lieu de cadre de concertation, et le Premier ministre qui prend les choses en main, parce que je suis ici, il faut le rappeler, c'est le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé, qui avait les choses en main, une attitude même d'ailleurs, ou une situation qui avait été dénoncée, ou que continue de dénoncer donc certaines
entité de la classe politique. Hier, on entendait le Baldé dire que ce n'est pas au ministre, en tout cas, ces choses comme ça, par rapport à ce cadre de dialogue. Maintenant que le Premier ministre a été instruit, hein, c'est lui d'ailleurs qui a les choses en main. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir de voir toutes ces entités venir autour de la table? Et comme c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, il ne sera pas question de dire premier ou deuxième ou troisième. Il faut reprendre les choses complètement et parler de l'ouverture, naturellement, de la première session inaugurale de cet autre cadre de dialogue. Oui, en fait, pour moi, si le Premier ministre décide enfin de prendre les choses en main, ce n'est pas trop tôt. Oui. Il aurait dû peut-être le faire plus tôt, mais pour un peu commenter ce que Baïla disait par rapport au tweet et tout ce qui va avec, au lieu de retweeter ou de mettre des photos de profil, ça aurait été encore mieux qu'il y ait une vraie comment dire, concordance entre les propos, non seulement du Premier ministre, mais aussi de Mori Kondé, du ministre Mori Kondé du MATD, parce que je me dis que si tout était cohérent, dès le départ, on ne se serait pas retrouvé avec cet amalgame, parce que il paraîtrait que dans les correspondances du ministre Mori Kondé, il parlait de 3e session. Oui, 3e session. Ça veut dire que ça veut dire que c'est une suite. Que c'est une suite. Oui. Mais comment on peut c'est que les autres ne veulent pas entendre. Hein? Parce qu'avec les premiers, on était dans l'esprit d'une concertation. Justement. Alors que ça ne doit pas être le cas pour les politiques. Effectivement. Moi, je suis d'avis qu'il faut vraiment remettre tout à zéro. Parce que même dans la communication du Premier ministre, il parle de véritable dialogue. Donc, ça veut dire que, entre guillemets, il n'y avait pas de le dialogue n'existait pas. Et je pense qu'il doit faire attention parce que là, il y a cette pression qui est énorme. On a frôlé de si peu cette manifestation-là. Pour le 30, ça a été reporté pour le 30. Donc, avant le 30, ils ont déjà perdu du temps. Si la communication mais sauf qu'avant le 30, ils auront la possibilité de démarrer parce que ça, le cadre de dialogue est reporté pour le 27. Oui, mais c'est que donc, je veux 3 dire, jours avant. On a perdu là 3 jours, mine de rien, parce que si les correspondances étaient cohérentes, aujourd'hui, ce cadre de dialogue-là aurait été entamé et le 27, il y aurait eu une conclusion. Mais là, le lundi, ça va commencer. On ne sait pas ce qui va se passer. J'espère qu'ils vont s'entendre sur les choses. Mais si ce n'est pas le cas, le timing restera tellement serré et après qu'est-ce qui va se passer? Donc pour moi le gouvernement aurait pu éviter ça, mais bon, on veut que cette transition marche. Tous, on ne va pas se mettre que ça marche, contrairement à ce que certains pensent. Donc je reviens sur le mot sincérité. J'espère vraiment que c'est sincère parce que si ce n'est pas le cas, on n'ira nulle part. Et le RPG qui vient avec ces conditions qu'il pose, mais ils ont tout à fait raison de jouer sur la pression parce qu'il y a une question de timing et ce timing-là, ça aurait pu être favorable pour tout le monde si les choses avaient été prises en main dès le départ. Donc, pour moi, il n'y aura de l'espoir pour la réussite de ce cadre de dialogue si sincérité il y a de tous les côtés. Si sincérité il y a de tous les côtés. Il y a un problème. Baïla voulait revenir sur la question. Baïla a évoqué un aspect et je pense que c'est extrêmement important pour la réussite de cette transition. C'est un peu la réorganisation de la communication gouvernementale. Le président lui-même, il a reconnu à un moment donné que ce problème se pose. Et vous l'avez remarqué, c'est tantôt le porte-parole du gouvernement. Il avait tapé du poing sur la table à l'époque, au Conseil des ministres. Qui dit autre chose. Et vous voyez le ministre secrétaire général, la présidente qui va faire une autre communication. Et là, ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est ce qui s'est passé entre le premier ministre... Mais il faut que les ministres acceptent de se référer quand même. Parce qu'on a vécu avec le temps d'Alpha, on sautait parfois le PM pour aller rencontrer Alpha dans les coulisses. Et c'est ce qui se passe exactement avec Doumbouya. On l'a évoqué ici. C'est pourquoi souvent... j'ai un tempérament chaud quand je dois parler de certaines choses. On a dénoncé ça à plusieurs reprises. Il y a des ministres qui reçoivent des instructions directement du CNRD et qui se croient super ministres. L'organe de gestion de la transition. Qui ne passe plus par le Premier ministre. Et sinon, même ce dont on est en train de parler en ce moment, qu'un autre ministre publie la photo du ministre Mori Kondé pour lui apporter son soutien. C'est comme s'il est en train de lancer des pics au Premier ministre de façon indirecte. Il y a donc ce qu'on ne dit pas. Et la prise de position du président de la transition également nous amène à nous poser la question entre le ministre Mori Kondé et le Premier ministre. Qui a la bénédiction du président de la transition? Au point d'interrogation. On a dit, c'est un Premier ministre effacé. En tout cas, il ne répond pas aux attentes de plusieurs citoyens. Ceci dit, on va se tourner vers notre invité du jour. Ibrahim Kébé, c'est son nom. Il est conseiller principal du ministre
Béa Diallo des sports et de la jeunesse. Monsieur Kébé également membre du comité de pilotage de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2025. Quel est l'état d'avancement des travaux de terrassement des sites identifiés pour abriter les stades de la compétition? Où en sommes-nous avec la construction du village de la CAN à Conakry dans les autres villes? Également, les émissaires de la dernière mission de la CAF sont-ils partis satisfaits de Conakry? Sont-ils partis de Conakry satisfaits? À quoi servira le montant de 30 millions de dollars dont le décaissement est déjà ordonné par le président de la transition? Toutes ces questions ainsi que d'autres seront posées tout à l'heure à notre invité du jour. Baïla Amadou, vous souhaiterez poser la première question? Oui, première question à notre invité. Nous lui souhaitons d'abord la bienvenue. Bonsoir, M. Kébé. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci. Bien habillé. Allez-y. Oui, donc Monsieur Kébé, première question cash. Est-ce que la Guinée peut organiser la Coupe d'Afrique Nations 2025? Est-ce qu'elle en est capable? Merci pour l'invitation. C'est ma première fois de passer chez vous. Je ne m'attendais pas que j'allais vraiment commencer mon intervention en répondant sur une question aussi compliquée. Fleuve, hein? C'est un océan. J'espère que ce n'est pas de l'ironie. Très compliqué. Oui, allez-y. Oui, la Guinée est prête. Oui, la Guinée est capable. N'est-ce pas? Et oui, la Guinée organisera. Non, il va terminer, c'est vous aussi. Attendez. Elle est importante. Non, mais la Guinée est prête. Vous ne trouvez pas que c'est trop fort? Vous n'allez pas porter des gants? Elle est prête à date. Je vous parle de la CAN 2025. Oui, je suis d'accord. Oui, mais c'est dans 3 ans, M. Kébé, la CAN. Je parle de la CAN 2025. Oui, vous m'avez posé une question. Le temps que vous avez... Ça sera un peu plus de 3 ans. La Guinée est prête. En tout cas, toute la Guinée nous écoute. La Guinée, elle est prête. Ah non, allez-y. On dirait que M. Keita préférerait que vous utilisiez le futur. Elle sera prête, à mon avis. Je réponds à une question qui a été posée. Et je pense être précis. Je dis bien, la Guinée est prête à organiser la CAN 2025. Vous me demanderez, est-ce que la Guinée est prête à organiser la compétition CAN 2025 demain en 2023? Je vous dirais non. Mais vous m'avez posé une question par rapport à 2025. Je dis nous sommes prêts à organiser la CAN 2025. D'accord. Alors, on organise. Vous avez une question, Sékou? Oui, quand on parle d'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, ça demande beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les infrastructures, que ce soit des hôtels, des stades. Et aujourd'hui, le seul stade qu'on a et pour qui on a du respect, c'est le stade Général Lansana Conté. Et là aussi, il y a des retouches à faire. Sur quoi vous fondez votre raisonnement ou votre optimisme? Est-ce que c'est parce que vous êtes jaloux de la souveraineté ou tout au moins vous parlez des moyens dont dispose le pays? Je parle déjà à partir de là où je me trouve. Et comme monsieur l'a dit, je suis le conseiller principal du ministre des Sports. Donc je suis en charge de ce dossier depuis le mois de novembre. Et je pense que depuis que j'ai pris fonction ici en Guinée, ça fait maintenant 25 ans que je vis en dehors de la Guinée. Depuis que j'ai pris fonction, je me suis réservé de faire tout commentaire sur l'organisation de la CAN. Si je suis aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'il y a eu des avancées considérables, significatives, qui me permettent aujourd'hui de venir devant vous pour vous dire que oui, nous sommes prêts pour organiser la CAN 2025. Il y a 1 an, 2 ans, il n'y avait pas quelque chose à présenter. Aujourd'hui, vous avez quelque chose que vous pouvez présenter. Vous le dis très rapidement. Je prends les questions telles qu'elles seront posées. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que je peux décliner aujourd'hui l'état d'avancement sur les préparatifs? On va y arriver. Non, vous me posez monsieur Kébé, tout à l'heure. Vous me posez des questions binaires. Donc, si je dois répondre oui ou non, je réponds. Alors, qu'est-ce qui est fait jusqu'ici? Qu'est-ce qui est fait? Quelles sont les avancées? Ah ben voilà, je vais vous le dire. Merci. Merci de m'avoir donné l'occasion. Je pense même avoir commencé le libellé, notamment quel est l'état d'avancement des travaux de terrassement qui ont été commencés sur le site identifié. Le village du Cocan qu'on est en train de construire à Conakry avec Guy Press, les villes de l'intérieur aussi sont identifiées. Voilà.
Je dois commencer par quoi? Oui, allez-y. Non, c'est juste les travaux de terrassement. Je vais commencer pour vous dire d'abord, vous m'avez demandé l'état d'avancement. Oui. Vous parlez des terrassements. Qui parle de terrassement, envoyez les entreprises pour faire des terrassements. Ça veut dire déjà qu'il y a une sélection au niveau des entreprises. Donc, parlons de la CAN, de l'organisation de la CAN. Ce n'est pas seulement voir les entreprises sur le terrain en train de faire construire des infrastructures physiques, mais c'est d'abord toute une organisation, toute une procédure de sélection de ces entreprises-là. Ce sont des marchés au niveau international. Et sélectionner, c'est d'abord un cahier des routes qui a été comme un appel d'offres, puis par après des entreprises qui ont soumissionné, tous des entreprises au niveau international, des entreprises qui ont l'habitude de construire des stades, que ce soit en Afrique ou en Europe ou ailleurs dans le monde. Puis par après, il faut une commission qui prend quelques mois pour étudier toutes ces offres-là. Et croyez-moi, chaque entreprise qui a soumissionné, vous voyez ce plateau, le volume de dossiers amenés est l'équivalent de ce plateau par entreprise. Wow. Vous pouvez me prendre vraiment au sérieux. Donc, dépouiller tout ça. Ça, c'est fini. Ce dépouillement est fini. Oui, parce qu'on l'avait appris puis par après, il fallait recevoir toutes ces entreprises par 2 commissions. La première commission technique. Mais M. Kébé, vous pensez que ce n'est pas lent parce que à ce vous me permettez, tout ça c'est fini. Oui, on n'a même pas encore. Écoutez-moi. Juste à l'identification des entreprises qui doivent s'occuper des constructions. Si vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout, vous m'avez demandé c'est quoi l'état d'avancement. Je suis d'abord en train de vous dire tout le travail qui a été abattu. Et au stade où nous en sommes aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé. Donc je vous dis aujourd'hui, à ce stade, nous avons sélectionné, notifié toutes les entreprises qui doivent réaliser ces infrastructures en Guinée. Ça, c'est fait. Et nous avons eu la première visite de la CAF. Et je peux vous dire que nous nous sommes donnés corps et âme pour répondre, pour faire convaincre à la CAF que nous sommes à la hauteur et que nous sommes prêts pour l'organisation. Donc aujourd'hui, les entreprises dont je vous parle, elles sont là et bientôt vont commencer. Vous semblez être optimiste. Ce que je voudrais savoir. Je suis réaliste. Alors, dans tous les cas, ce que je voudrais savoir. Je suis réaliste. Dans tous les cas, ce que je voudrais savoir, c'est que les travaux qui vont nous permettre d'organiser la CAN s'étendront en termes de timing pendant la durée. Maintenant, vous rentrez dans la technicité des choses. Toutes les entreprises qui ont été retenues, là, nous sommes en phase de finalisation sur la durée des travaux. Mais le délai aujourd'hui qui est accordé pour réaliser, nous sommes bien sur les infrastructures sportives. Ce qui veut dire les stades de compétition, les stades d'entraînement qui sont annexes aux stades de compétition, plus les terrains d'entraînement et les villages CAN. Ces infrastructures, le délai aujourd'hui qui est dans les contrats, c'est 24 mois de réalisation. 24 mois de réalisation. Alors, vous voulez dire que tout à l'heure, vous avez annoncé la mission de la CAF. Il y a une mission de la CAF qui vient de quitter Conakry, non? Absolument. Alors, c'était la première mission concernant tout ce qui a été entamé jusqu'ici pour l'organisation de la CAN, ou bien c'est la énième? C'est une première mission. C'est une première mission. Est-ce que la mission, elle est partie satisfaite de Conakry? Je posais la question tout à l'heure. Est-ce qu'elle est partie satisfaite de ce que... Oui, je pose la question à M. Kébé. Je vous réponds. La commission, la mission d'inspection est venue à Conakry. Et il faut savoir que cette mission d'inspection, comme vous l'avez dit, c'était la première fois. D'après que l'organisation de la CAN a été attribuée à la Guinée. Il y a eu des échanges à distance et tout, mais venir physiquement, d'abord s'imprégner des réalités sur le terrain, c'était une première mission d'inspection. Et cette mission, j'ai été moi-même chef de délégation pour sillonner la Guinée avec cette délégation. Nous avons pu nous rendre sur le site de Zérékoré le premier jour, et puis le lendemain sur le site de Kankan et Boké. Et puis, sur le lendemain, nous avons pu visiter les sites qui ont été retenus pour ces infrastructures à Kindia. Ensuite, je pense que le dernier jour, nous avons pu sillonner tout Conakry par rapport à la construction des stades de 40 000 places qui sera construit en Soumania, dans le quartier, je ne connais pas très bien le quartier, mais en Soumania, je pense, c'est soit dans la commune de Breka, si je ne m'abuse pas, soit Ratoma ou de Breka. Mais bon, ça c'est un détail. Et puis par après, le stade de 28 septembre, le stade de Nongo,
général Lansana Conté, et l'ensemble des terrains d'entraînement qui ont été retenus et aussi l'ensemble des hôtels conservés ici à Conakry. Oui. Voilà. Juste une précision. On va aller avec après. Oui. Quand je lui ai posé la question, il a dit qu'on parle des infrastructures sportives. Mais les stades et les terrains d'entraînement ne suffisent pas pour organiser une CAN. Ce que je voulais savoir, il nous faut des hôtels, des routes, des aérodromes pour permettre aux équipes de se déplacer, des hôpitaux bien entendu. Pour les autres infrastructures extra-sportives, mais non moins essentielles, où en sommes-nous? Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que quand on parle de l'organisation de la CAN, et merci de m'avoir l'opportunité de préciser que finalement, quand vous travaillez autour de ce projet, le football en soi devient mineur. La CAN, c'est un accélérateur de développement. La CAN, c'est l'ensemble du pays, mais vous prenez n'importe quel aspect qui est concerné. Et à cet effet, vous devez savoir, c'est pourquoi je vous dis, il y a énormément de travail qui est en train d'être fait dans l'ombre, et malheureusement, c'est vrai que peut-être que nous devons être souvent sur les plateaux pour le répéter. Mais ce que vous me demandez là, il faut savoir que dans l'équipe de COCAN, la structure, la direction qui chapeaute vraiment toute l'organisation, nous avons chaque département qui est responsabilisé, les hôtels. Nous avons donné des portefeuilles, ce qu'on appelle les portefeuilles COCAN, attribués au ministère du Tourisme. Ce qui est l'urbanisme revient et l'électricité. Aujourd'hui, les équipes sont identifiées dans chacun de ces départements qui travaillent autour de ces projets. Et à date, avant même de venir ici, j'étais en contact avec le ministère de la Santé. Aujourd'hui, il y a 4 hôpitaux régionaux qui vont répondre aux standards de CAF, dont le contrat sont presque signés parce qu'ils sont déjà parfaits la construction de ces hôpitaux régionaux. L'aérodrome, nous avons eu, comme je vous l'ai dit tout de suite, j'ai conduit l'équipe pour visiter les différents sites. L'aérodrome de Bouquet, qui est presque maintenant aujourd'hui achevé. C'est vrai encore, il y a des détails à faire. L'aéroport de Zérékoré est en chantier. On n'a pas pu atterrir. Nous avons atterri à Beila, à quelques kilomètres de Zérékoré, pour prendre la route, y compris l'aéroport de Cancan, dont presque nous sommes aujourd'hui, les démarrages, les dialogues en tout cas, pour la rénovation de cet aéroport. Donc c'est tout un ensemble. Et celui de l'Abbé, celui de l'Abbé, l'aéroport. Ainsi de suite, c'est aussi retenu. Vous savez, il y a un terrain d'une capacité de 15 000 places qui sera construit à l'Abbé. Et donc il y a à cheval entre l'Abbé. Il y a même des maisons qui sont construites sur l'aéroport. Qui sont à cheval entre l'Abbé et Pita. Oui, la question de Baïla. Ensuite, on va aller avec la question de Sékou Keita. Et la question de cet auditeur, Monsieur le conseiller principal, ma question est la suivante. Au fait, la CAN a été attribuée à la Guinée en 2014. Et initialement, pour l'organisation en 2023, ça a été reporté en 2025. Est-ce qu'au regard de cette date d'attribution, est-ce que nous sommes en retard sur l'avancement des travaux quant à l'organisation de cette CAN? C'est-à-dire quand on prend les 6 ans, les 8 ans depuis qu'on nous a attribué et aujourd'hui il nous reste 2 ans, est-ce qu'on est en retard sur l'avancement de manière globale, oui ou non? Vous savez, tantôt quand vous étiez en train de me poser la question, et j'avais juste le nom de l'émission qui passait en arrière-plan, On refait le monde. D'accord. Ce que je ne ferai pas ici, c'est de refaire finalement ce qui est passé. Je suis d'optimisme et je reprends pour faire plaisir à votre confrère ici. Oui, vous n'êtes pas optimiste, vous êtes réaliste. Non, je suis réaliste, mais je le dis. Dans la gouvernance, je suis tourné vers l'avenir. Vous m'avez posé clairement la question. C'est vrai, je salue une Guinée. Il faut reconnaître que l'équipe sortante a fait un travail remarquable. Je vous dis juste un élément pour le prouver. Vous savez, quand il fallait attribuer, quand les membres de la CAF, FIFA, se sont retrouvés pour faire l'attribution, c'était l'attribution pour 2 pays. Très rapidement, c'est Côte d'Ivoire et Cameroun, Côte d'Ivoire. Mais compte tenu de lobby de l'équipe sortante, compte tenu de la diplomatie de l'équipe sortante, exceptionnellement, alors, il faut donc un troisième pays. Il faut donc saluer la sagacité de Sanoussi Bantamasso qui était là. Non, Domani Doré.
Non, bien, oui, après. Je parle du cocan. Je parle du cocan. Moi, je parle de l'attribution. L'attribution, c'est de ça qu'il parle. D'accord. Allez-y. Je parle de ça. Je dis, ce travail-là, il faut le reconnaître et il faut le saluer. Entre-temps, c'est vrai, est-ce qu'on aurait pu aller vite sur certains aspects? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ce retard-là, on peut le rattraper et être encore dans le temps à réaliser ces infrastructures-là? Je dis ici oui. Donc la réponse à ma question est oui, nous sommes en retard. Parce que vous n'avez pas répondu, mais vous venez de... Alors, écoutez-moi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Non. Est-ce qu'on peut rattraper ce qu'il y a quelque chose à rattraper? Je vous dis, je me répète. J'ai salué un travail qui a été fait. Bien entendu, ce qui est normal. Deuxièmement, je dis, après cela, après l'attribution, c'est vrai que nous avons eu un moment où on aurait pu aller vite. Je dis, si jamais on ne l'a pas fait, aujourd'hui, nous sommes en mesure d'aller vite et de répondre. D'accord, la question de M. Keita, on va aller avec la question de Je ne sais pas pourquoi vous êtes fasciné. Vous ne tournez pas vers le passé. C'est compris. Monsieur Kébé, on a eu... Oui, c'est cool. C'est cool, votre question, sinon on va aller avec... On aime bien la façon dont vous faites... Baïla, il est ambitieux. Il veut prendre la parole. Oui, allez-y, votre question. Madame, vous savez, j'ai fait l'égalité des chances. Donc si je vois les hommes ici monopoliser la parole... Voilà, c'est injuste. Oui, mais il a déjà posé une question aussi à M. Kébé. Ça sera sa deuxième question. Je n'ai pas encore répondu. Aujourd'hui, étant donné l'état d'avancement des choses, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Je vous ai dit que nous sommes confrontés à une difficulté. Non, mais là, je vous demande. Mais il faut, parce que ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. M. Kébé, vous ne pouvez pas nous dire quand même que tout est rose. Non, mais vous ne pouvez pas nous dire que tout est rose quand même, M. Kébé. Attendez. Mais vous ne pouvez pas nous dire quand même que tout est rose, M. Kébé, à date. Quand même. Donc ça veut dire que ça sous-entend qu'il y a des difficultés. Oui, mais c'est ce qu'elle veut. Oui. Elle veut absolument me faire dire qu'il y a des difficultés et que... Non, pas du tout. Quelles sont les difficultés? S'il n'y en a pas, vous êtes libre aussi de le dire. Madame, oui. Pour un tel dossier, évidemment que rien n'est rose là-dedans. Justement. Pour un tel... Non, mais écoutez-moi. Si je vous dis aujourd'hui avec un claquement de doigts, nous allons construire 6 terrains de compétition ici à l'échelle de la Guinée et que cela ne va pas rencontrer quelques difficultés parce que tout le pays sera en chantier. Et tous les départements seront concernés. La lourdeur de l'administration est une difficulté. Et ça, il faudrait quelque chose que nous devons régler tout de suite. Vous comprenez? Donc, il va y avoir des jours et des mois à venir que nous prenons des mesures spéciales pour que le CAN, le projet COCAN, soit un projet d'intérêt national. Pour qu'à tous les niveaux, mais ça peut-être pour aller encore dans votre sens, vous savez, j'ai conduit la délégation à travers Conakry. Rien que traverser Conakry pour aller à Kindia, il faut sensibiliser la population pour dire que la CAF est là. Ça déjà c'est un élément. J'ai pu visiter, j'ai eu la chance et l'opportunité d'aller au Cameroun quand la Coupe d'Afrique était en cours au Cameroun. Et je pouvais vous dire, je vous assure, quand vous mettez sur un véhicule CAF, le policier, le commerçant dans la rue, le citoyen lambda savait que c'était un véhicule prioritaire. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile de faire circuler un véhicule CAF à travers Conakry sans sensibilisation, sans faire adhérer ce projet à l'ensemble de la population? Si je vous dis que je le ferai demain en passant une seule fois, on refait Conakry, ce ne serait pas facile. D'accord, la question de ce Keita, on avance. Parce qu'il y a un autre qui la question de cet auditeur, vous me permettez, après la question de ce Keita, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Visiter les sites, il faut le préciser, les sites, c'est une chose. On parle de réalisation de 6 stades, sans parler des autres infrastructures. Ça veut dire que le travail ou la réalisation en est une autre. Alors dites-nous, est-ce que les autorités actuelles ont tous les moyens nécessaires pouvant amener la Guinée à faire ses travaux dans un délai très raisonnable pour être dans l'OTAN? Parce que qui parle de ces infrastructures parle de fonds. Est-ce qu'on a ces fonds-là? Sinon, quels sont les mécanismes de mobilisation? Quelles garanties vous avez qu'on pourrait avoir ce fonds en 2 ans? Il nous parlera en même temps des 30 millions qui ont été débloqués par le gouvernement de dollars. Et si jamais je dois répondre, comme vous posez la question, franchement,
encore une fois, vous savez où est-ce que je rencontre beaucoup de sceptisme par rapport autour de ce projet? C'est pas à l'étranger, c'est en Guinée. C'est sidérant. C'est fascinant qu'aujourd'hui, nous, Guinéens, nous sommes en fait, nous sommes intériorisés que la Guinée n'est plus maintenant capable d'organiser. Non, pas ça. De mener des grands projets à cette envergure. Non, je reviens. Vous avez posé une question. Vous mettez l'émotion dedans. Non, je ne mets pas une émotion. Depuis 2014, on est en 2022. Je vous rappelle, on est en 2022. Je veux répondre à la question. Quels sont les actes qui sont posés pendant ces nombreuses années alors qu'on parle maintenant de 2 ans? Non, mais si vous ne m'écoutez pas dans un raisonnement et que vous me coupez, ce n'est pas une émotion, monsieur. Je vous donne des éléments concrets. Je vous dis de fait, en Guinée, nous sommes beaucoup plus sceptiques pour voir est-ce que la Guinée... Ça, c'est pas une émotion, c'est un fait. C'est un fait. D'accord. Tandis que dans d'autres pays, et quand je pars pour parler de ce projet-là, non seulement on est conscient que la Guinée a besoin de ce projet, encore une fois, je le dis, la CAN, c'est un vecteur de développement accéléré. Oui, ça nous permet de plus que développement, même que sport. Sincèrement, au-delà du sport. Au-delà du sport. C'est ça que je dis. C'est plus comme développement que sport. Oui, mais et aussi, il faudrait que nous soyons fiers et aussi de dire que la CAN ou sans la CAN, il faudrait aujourd'hui que la Guinée, en tout cas le pays que je vois, que j'observe depuis maintenant un bref temps, nous sommes en manque d'infrastructures dans ce pays. Et la CAN nous permet de nous enlacer dans ça. Est-ce que nous avons la capacité de financer ces infrastructures-là? Oui, nous avons les moyens et nous allons les étaler dans le temps. Aujourd'hui, pour la construction de ces infrastructures sportives, il est chiffré aujourd'hui autour de 800 millions de dollars. OK? Pour les infrastructures sportives. 800 millions, vous n'avez que 30 millions de dollars donnés par... Maintenant, écoutez, ne mélangez... Si je ne suis pas en train de mélanger. Si vous noyez le poisson, alors mon arrivée ici n'aurait pas d'importance. Allez-y, monsieur Kébé. Nous sommes, monsieur, pour la réalisation de ces infrastructures, nous sommes en mode EPCF. Les entreprises qui ont soumissionné viennent avec leur financement. Nous les accompagnons jusqu'à une certaine hauteur. Et ce n'est pas toutes les entreprises concernées. Les 30 millions dont vous me parlez là, si vous voulez, je vous donnerai des détails. Mais je sais, si jamais, dès que je vais rentrer dans cette technicité-là, et d'autres questions vont pleuvoir. Mais je vous le dis, des 30... Non, je vous le dis. Les 30 millions sont déjà disponibles? Les 30 millions sont disponibles. D'accord. Et il faut que je le dise ici et je le répète clairement. Les 30 millions de dollars sont les 30 millions de dollars. Oui. C'est vrai que le franc guinéen est en train de prendre de valeur. Oui. Mais c'est pas... C'est approximativement 295-300 milliards de francs guinéens. Allons-y. Je ne vous le fais pas dire. Oui. Ces 30 millions, c'est pour la construction des villages CAN. Ok. C'est pas pour les terrains. Il faut que ça soit très clair. C'est compris. Voilà. Alors, avec la question que je voudrais poser. Attends, parce qu'il ne faut pas dire que c'est important. On a raté. Il ne faudrait pas. Non, attends, c'est cool. Non, au-delà de ça. On va aller rapidement là. Oui, mais la mobilisation, c'est important. Il y a une chose que monsieur Keita. Monsieur Keita. Je peux répondre à monsieur Keita parce que vous reprenez sa question. Non, justement, je ne l'ai pas reprise encore. Oui, mais qu'il reconnaisse quand même que ceux qui émettent des doutes ne sont pas des gens qui n'aiment pas le pays. C'est parce qu'ils se mettent à l'évidence. On a perdu combien d'années? 8. Ce qu'on n'a pas fait pendant au-delà ces de ce dernières qu'on a années, perdu. Je dis qu'il y a des gens, je dis il y a des... C'est cool. D'accord. À l'impossible, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas la question. Voilà, la question que je voudrais Après, on va aller avec la question de l'auditeur. Désormais, la CAN se joue pendant la période des pluies. On a vu qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible parce que le derby de l'ASEC n'a pas pu se tenir. Alors, par rapport à la CAN guinéenne, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Est-ce que vous allez faire du lobbying auprès de la CAF pour qu'on joue en été, ou alors dans la construction des pelouses, vous allez prendre cet aspect en compte? Vous savez, pour organiser la CAN, il y a ce qu'on appelle les cahiers de charges de la CAF. Donc il y a des exigences en fait de la CAF. Et c'est vrai, ce que vous pointez là, c'est une question majeure. Et ça ne va même pas être au niveau seulement de la Guinée. La question se pose aujourd'hui qu'après tel investissement, il faudrait aussi construire des stades qui seront rentables après la CAN et tout, mais aussi pendant la CAN. Vous prenez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, qui est encore beaucoup plus proche de l'équateur qu'est la Guinée. Donc si vous prenez, vous avez quasiment 6 mois de pluie et 6 mois de saison 16, pour aller très rapidement. Aujourd'hui,
ça doit être probablement officiel les jours ou les semaines à venir pour dire que la CAN ne peut pas se jouer en Côte d'Ivoire pendant la saison pluvieuse. Ça, on le verra. Et je pense que ce qui est vrai en Côte d'Ivoire est vrai aussi en Guinée. Oui, c'est à peu mais près cependant, et je le dis et je le réitère, la Guinée a apporté sa candidature pour organiser la CAN. Si toutefois nous sommes amenés à organiser, les pelouses sont des critères aujourd'hui définis par la CAF. Donc évidemment, ce serait des pelouses qui peuvent tenir des compétitions même pendant la saison. Voilà, cette question, la question de cet auditeur, parce que tout à l'heure on a parlé de la mission de la CAF, il dit, après son inspection, la CAF a donné un délai d'une semaine à notre pays à l'effet de lui présenter les maquettes des stades à réaliser et leur site et surtout la disponibilité du budget de leur réalisation. C'est un confrère qui pose la question, Abakar Sako. Un confrère à vous? Oui, qui pose la question. Okay. Vous avez compris la question? Oui, j'ai très bien compris. Il y a 3 volets dedans. Oui. Mais en fait, je me demande, la première question, il parle d'un fait. C'est ce que lui, il prétend. La CAF a donné à la Guinée une semaine. C'est faux. Nulle part. D'accord. Nulle part, il a écrit que la CAF, la délégation en tout cas qui était venue ici à Conakry, a donné une semaine à la Guinée pour je ne sais quoi faire. C'est faux. Donc pour ça, je le demande. Je vais même rentrer dans les détails. La CAF est venue ici et la CAF, on dit, et de lui montrer encore les sites. Je vous dis, nous avons pris chaque jour l'avion pour aller sur le terrain avec les entreprises qui sont sélectionnées sur ces sites-là et toute l'équipe concernée pour la réalisation de ces infrastructures. Donc, quand on me dit encore que je dois, dans une semaine, et tout ça, toutes ces visites, c'était avec les maquettes à l'appui. C'était avec les études APS. C'était avec chaque entreprise détaillée, les délais, ainsi de suite. La CAF est retournée avec tous ces documents. C'est vrai que sur le volet financier, nous sommes en négociation avec des entreprises sur le contrat commercial. Et c'est des points qui doivent être encore revus, retouchés avant la signature définitive. Est-ce que la Guinée exclut, par exemple, une co-organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Nous ne préconisons rien. Nous ne sommes pas là. Nous nous sommes battus comme des grands pour aller chercher l'attribution de cette CAN. Et la Guinée veut organiser la CAN. À elle seule. À date, la Guinée est en train de tout mettre en œuvre pour organiser la CAN 2025 en Guinée. Oui, la CAN 2025 en Guinée. Alors, moi, je voulais aussi poser, si vous voulez, cette question, parce que jusqu'ici, vous avez parlé du montant qui va servir notamment les 30 millions de dollars, approximativement 300 milliards de francs guinéens, qui sont donnés par le gouvernement pour permettre, n'est-ce pas, aux travaux des villages de Kokane. Sauf qu'on a vu quand même, pour celui, je parle des villages de Conakry, alors il y a combien qui sont prévus à l'intérieur du pays? Parce que nous savons quand même qu'en dehors de Conakry, il y a aussi les villages dans les différentes... Quelles sont les villes qui sont identifiées, qui doivent aussi abriter ces villages Kokane? Très rapidement, il n'y a pas de village Cannes à Conakry. À Conakry, c'est nos capacités hôtelières en fait qui sont retenues. C'est vrai sur le site de, je pense que c'était vous qui l'avez tout à l'heure, pardon. Le site de Nongo, c'est ce qu'on appelle en fait village CAF. Oui. C'est encore village différent. CAF, voilà. C'est différent de village Cannes. D'accord. Les villages Cannes, c'est vraiment réservé pour les joueurs. Okay. Et donc nous avons fait le choix à Conakry de ne pas construire de village Cannes où les joueurs seront abrités. La Guinée aujourd'hui a une capacité, en tout cas en termes de nombre d'hôtels, quand on prend, nous avons la capacité aujourd'hui d'accueillir 8 équipes en compétition dans nos hôtels. Donc ça allège un peu l'enveloppe, enfin si vous voulez, la capacité de refaire ici encore les villages Cannes, ça c'est une première chose. Cependant, il y a une construction qui est maintenant sur le site de Nongo, des villages CAF, donc ça c'est vraiment pour la délégation CAF. Maintenant, à l'intérieur du pays, pour aller très très rapidement, il y a 2 villages Cannes qui sont prévus à Boké, 2 villages Cannes qui sont prévus à Kindia, 2 autres villages Cannes qui sont prévus à Labé, Kankan et Zérékoré. Zérékoré, ça s'étend entre Zérékoré et Labé. Kankan, c'est vraiment la ville de Kankan, je pense c'est Giancana, où le stade de compétition sera construit. Et puis un peu l'autre côté de la ville en partant vers Kérouané, où les 2 villages Cannes seront
construite. Merci, M. Kébé, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le conseiller principal du ministre Beya Diallo des Sports et de la Jeunesse, mais aussi membre du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique COCAN 2025. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Toute l'équipe qui était là avec moi dans ce studio sur ce plateau, c'est Kouketa. Merci à vous. Yacine. Le logo prend de l'ampleur à la RTG. N'est-ce pas? Il y a le syndicat même qui vient de... Oui, c'est pas... Syndicat de qui? De la RTG. Oui, j'ai vu qu'il réagit par rapport au logo. Ça fera l'objet de débat avec, dans cette même émission le lundi à venir. Merci Yacine Pané, merci à Baïla Amadou Traoré, merci à Mansouman, Ndoye Cheikh Sadibou était là pour vous servir. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés à la régie comme à la télé. L'émission vous donne rendez-vous le lundi prochain, 27 juin 2022, si Dieu, le propriétaire des jeux à venir le veut bien. Bonne soirée.